Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de notre cher Kira. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va très bien. Petite semaine chargée, c'était cool. Plein de jeux à tester, j'imagine. Plein de jeux, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner notre petit sommaire, sachant que c'est bientôt Halloween, donc je crois qu'on va parler un petit peu de jeux d'horreur cette fois-ci. Alors oui, donc on va parler du Silent Hill et Resident Evil Showcase, de la mise à jour PlayStation 5, d'Overwatch, entre autres, bien sûr. On va parler de Gotham Knight, donc que j'ai testé cette semaine, de A Way Out que toi tu as testé. Et les sujets hors sujet, ça sera Dragon Ball Super, Super Hero et Dragon Quest, Your Story. Écoutez, comme d'habitude, vous avez notre page Facebook et notre page Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à nous contacter. Donc ce qui fait plaisir, c'est que Kira, on a plus en plus de likes, plus en plus de partages, plus en plus de personnes qui nous contactent et franchement, ça fait chaud au cœur. Donc pour ça, merci beaucoup. Grave, merci. Et avant tout, bah écoute, générique. Première news, Bayonetta 3, l'appel au boycott. Donc, en gros, il y a une shitstorm là qui s'est embrasée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Elena Taylor, qui a prêté sa voix au personnage de Bayonetta dans les 2 premiers jeux, en fait, appelle le boycott du 3e. Pourquoi? Parce qu'en gros, bon, c'est déjà suite à une série de tweets qu'elle a publiés le 15 octobre 2022, où elle parle de sa rémunération auprès du studio Platinum Games, en fait, qui lui aurait proposé un cachet de 4 000 $ pour reprendre le rôle de Bayonetta. Concrètement, a priori, les négociations ont pas mal piétiné, et au final, bah, ça a conduit à son éviction au profit de Jennifer Hall, une actrice notamment entendue dans la saga Mass Effect. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que selon plusieurs sources considérées comme proches du dossier et connectées par les journalistes Jason Schreier, le fameux, le studio japonais aurait en fait proposé à Elena de toucher entre 3 000 et 4 000 $ par session d'enregistrement de 4 heures. Sachant qu'en moyenne, il faut 5 sessions, ce qui lui aurait en fait promis un cachet de 15 000 $ pour son travail. Ouais, ok. Elle fut contactée par Bloomberg et elle dit que c'est absolument faux, que c'est pas vrai, qu'ils ont proposé vraiment que 4 000 $, point barre. Et donc, du coup, elle appelle donc au boycott du jeu. Entre-temps, Platinum Games donc, a communiqué donc, hier soir et a donc soutient malgré tout l'actrice dans ses démarches. Après, moi, c'est plus un avis personnel là-dessus. Bon, d'un côté, je comprends que tout travail mérite salaire, mais après, demander au boycott d'un jeu, il faut penser qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Et je pense que pour les développeurs qui travaillent dessus depuis 3, voire 4 ans pour certains, au final, c'est un peu vachard, je trouve, pour des histoires de gros sous. Ouais, bah surtout qu'ils y peuvent rien finalement, les développeurs dans cette histoire, c'est plutôt Nintendo et la société, et la personne qui fait le doublage. Ce qui est vraiment préjudiciable, c'est que la doubleuse américaine du coup de Bayonetta, elle est ultra populaire, même au Japon. Ils sont plutôt à mettre les voix anglaises sur le jeu Bayonetta que plutôt que les voix japonaises, ce qui est extrêmement rare, et elle double même dans Super Smash Bros Bayonetta. Donc c'est vrai que franchement, ça me fait un peu peur pour les développeurs surtout, parce que tu l'as dit, en fait, les gars, eux, ils y peuvent rien du tout, ils ont beaucoup bossé. Bayonetta, c'est une institution quand même pour Platinum Games, donc enfin, moi, ça m'embête un peu. Elle a appelé au boycott du jeu, même si je comprends sa posture. Bah, surtout que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des métiers de l'ombre, les métiers de doubleur. On commence à parler enfin des développeurs qui travaillent quand même des mois, des années et puis des semaines pas possibles sur le jeu. Et c'est vrai que ça permet de mettre aussi en lumière le cachet des fameuses stars de doublage qui au final n'est pas si élevé que ça, quoi. C'est pareil un petit peu en France aussi dans les séries télé. Il y a une époque, à l'époque de Friends, il y a les acteurs qui avaient lancé une grève justement car ils n'étaient pas payés assez cher, ils étaient payés juste le tarif conventionné alors que la série cartonnait, ils en étaient à la saison 8. Résultat, ils se sont fait virer en fait et remplacer immédiatresse par d'autres comédiens de doublage, quoi. On n'y pense pas, mais c'est un métier un peu ingrat, quoi.
Ou les doublages, tu sais, de Club Dorothée, là, de Hokuto no Ken ou de City Hunter, où les gars, ils sont partis complètement en live parce qu'il y avait des soucis, justement, aussi avec le doublage. Bah, en vrai, les doublages de Kutonoken et Nicky Larson aussi, le problème, c'est que ça venait que les doubleurs trouvaient ça trop glauque pour des enfants, et donc du coup, ils leur ont dit, c'est simple, soit on fait ce qu'on veut, soit on se casse. Résultat, à Ils ont l'époque, fait ce des qu'ils voulaient. productions a dit oui, ok, faites ce que vous voulez, et puis bah, ça a donné cette espèce de chimère qu'on a en France sur Okutonoken, entre autres. Couteau de cuisine, Nanto Ouais. de Vison, Tic Tac Toki, enfin tout ça, Ouais. c'est culte à mort. Ils ont Excellent. perdu sa moumoute, le mammouth. Trop bien. Bon, j'enchaîne sur une petite news, un petit peu dans la continuité des autres podcasts qu'on vous a présentés, où on vous avait parlé du rachat de Square Enix, enfin des studios occidentaux de Square Enix par le géant Embracer Group. Et on en sait un petit peu plus sur Square Enix Montréal, parce qu'on continue à l'appeler comme ça, alors que finalement Square Enix s'est détaché a vendu ses studios. Donc il va s'appeler, attention, roulement de tambour, Onoma. Ça va être le nouveau nom du studio, donc ne l'appelez plus Square Enix Montréal, appelez-le Onoma. Pourquoi Onoma a priori, déjà c'est un mot qui est facile à prononcer autant en anglais qu'en français, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Ça veut dire aussi accrochez-vous. Alors dans quelle langue, me demandez pas, je l'ai su mais je ne le sais plus. Et ils veulent en faire plutôt, au-delà d'une marque de studio, plutôt un label. L'ambition ce serait, à terme, on verra, mais regrouper tous leurs jeux plutôt mobiles, parce que Square Enix Montréal était plutôt spécialisé sur les jeux mobiles, eux, sous ce nouveau label Onoma. Donc on attend un peu qui présentent le label et qu'ils en disent un petit peu plus. Mais pour rappel, Square Enix Montréal, c'était les jeux Hitman Go, donc sur mobile, Lara Croft Go, Deus Ex Go. Là, ils sont en train de préparer un nouveau Hitman, un nouveau Tomb Raider. Donc c'est des licences assez fortes. Donc on n'est pas sur votre portable maintenant, vous verrez quand vous lancerez ces jeux, le petit logo Onoma plutôt que Square Enix Montréal. Une page se tourne. La Xbox Series S est une patate qui ralentit le marché selon un développeur. Ouais, j'y vais fort, hein, histoire de quand même. Donc, une patate. Pour rappeler un petit peu les faits, suite à l'annonce du 30 FPS pour Gotham Knight, Internet s'est enflammé, accusant le jeu des pires mots du monde. C'est un petit peu parti en live, forcément, à base de review bombing et d'agressions en tout genre. Ça a quand même commencé sur Twitter lorsqu'un développeur de Rocksteady, donc des développeurs qui ont fait les Arkham et qui planchent actuellement sur le prochain Suicide Squad pour Warner Bros. Mm-hmm. Il a pris la parole sur le sujet, donc c'est Lee Devonald et pas Devonald. Enfin voilà, c'est un peu voilà. La faute est à rejeter sur la Xbox Series S, la version light de la Xbox Series, et bien la cause du cap à 30 FPS. Il a rajouté « Je souhaite que les joueurs comprennent ce que le 60 FPS signifie, tout ce qu'ils perdent pour que le jeu tourne si rapidement, particulièrement lorsque nous avons une génération de consoles à peine plus puissante que la précédente. » Alors je trouve qu'il va un peu fort en café, parce que bon d'accord, la série S est à peine plus puissante que la génération précédente, mais c'est vrai que pour la PS5 et la série X, il n'y a pas de débat, hein, ça reste quand même plus puissant que la One X et même la PS4 Pro. Mmh. Après, il prend pas de gants non plus, il dit « Je parle du GPU de la série S, les jeux de plateforme doivent toujours être optimisés pour la console la moins puissante. La série S existe et Microsoft ne va pas nous laisser lancer un jeu sur la série X exclusivement. » Bon, oui, forcément, après, ça serait un petit peu se tirer une balle dans le pied, mais bon, c'est pas la première fois qu'un développeur critique ouvertement la série S. Ce qui a agacé pas mal de fans. Donc il y a pas mal de fans en fait qui pensent que c'est un petit peu de la démagogie en fait et un petit peu du snobisme. Car il y a des gens qui prennent une série S parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça leur permet de jouer à des jeux next-gen en fait à moindre coût via le Game Pass par exemple. Et donc en l'état, il a désactivé son Twitter et tous ses réseaux sociaux parce qu'il commençait à se faire attaquer dans tous les sens. Donc c'est dommage d'en arriver là. Et à côté de ça, oui. Microsoft a fait un petit communiqué car ils sont quand même conscients du problème. La série S a été modée par les développeurs il y a une mise à jour qui rajoute quelques gigas de RAM supplémentaires à la console. Après voilà, c'est un peu le problème de la stratégie de Microsoft en fait de faire une génération hybride en fait, parce que du coup forcément on savait que ça allait couaquer quelque part. Ça se ressent dans Gotham Knight, j'en parlerai tout à l'heure un petit peu, c'est vrai.
Mais en l'état, voilà, faut aussi penser aux gens qui sont moins fortunés ou peut-être qui ont moins de place aussi. Il paraît que la console cartonne au Japon parce que justement elle est petite et elle se range assez facilement. Ouais, en fait, c'est rigolo, quand on a préparé le podcast, on était tous les deux sur cette news. Après, je te l'ai laissé parce que tu es un plus grand spécialiste de Xbox que moi, mais j'avais mis aussi cette news parce que je voulais défendre un peu cette console. La proposition quand même de Xbox, moi je l'ai trouvé très intéressante quand il a présenté la série X et la série S. Je trouvais que cette série S, donc en termes des maths plus petite, beaucoup moins chère et en même temps un peu moins puissante, c'est ce qui est évidemment normal quand on propose une plus petite console, était quand même une proposition qui est très, très séduisante pour les personnes qui ont cette console en console secondaire, pour les personnes qui ont un petit peu moins de moyens, évidemment. Et tu l'as dit, elle cartonne au Japon. Sur certaines semaines, il faut se dire que la série S, elle fait 90% des ventes des séries S et X confondues. Donc c'est vraiment un très gros carton. Donc Microsoft a raison de dire non, vous oubliez jamais la série S. Et à mon sens, les développeurs, à un moment, on doit être capable de calibrer aussi le jeu en fonction des capacités de la console. Prenons pour exemple le PC. Quand on est PCiste, les jeux ils tournent sur quelle que soit la machine. Simplement, ils vont tourner en 15, en 30, en 40, en 60 images par seconde selon la configuration du PC, selon les paramètres qu'on va mettre dans son jeu. Donc à mon sens, les développeurs je sais pas si c'est facile ou quoi, mais en tout cas, ils peuvent prendre en charge ce genre de petites fonctionnalités pour s'adapter à la console, sachant qu'ils le font déjà depuis des années sur le PC. Oui, et puis là en plus, c'est que c'est à la base, ça a commencé sur un topic du jeu Gotham Knight en fait, qui est développé par un autre studio et pour le coup, c'est un développeur de Rocksteady qui s'est un petit peu enflammé, car il est en plein développement sur Suicide Squad. Donc est-ce qu'il y a des problèmes justement d'optimisation sur le jeu Suicide Squad qui doit sortir l'année prochaine? Est-ce que ça révèle quelque chose en interne qui pourrait être perfectible pour la suite? Peut-être. En tout cas, il a fait une très mauvaise pub pour le prochain jeu, du coup. Ouais, pour moi, c'est plus vraiment un sujet de développement plus qu'un sujet de hardware ou de console. De plus être sur les anciennes générations de consoles, ça je comprends et je pense qu'il faut un moment se détacher. Mais la série S, c'est quand même une proposition qui est intéressante et qui de toute façon est installée sur le marché. Donc Microsoft a raison de la défendre et je pense que les développeurs peuvent faire un effort. Surtout qu'il y a plein de jeux sur lesquels ça tourne très bien. Donc, je fais partie de ceux qui disent, excuse-moi, que c'est de la démagogie. Oui, voilà, tout à fait. Et puis surtout que Microsoft avait annoncé, bon, c'était à l'époque de Stadia, donc il y a 2 ans. Est-ce que ça va se faire prochainement ou quoi? Ils avaient annoncé justement de faire une technologie un peu hybride avec la série S, c'est-à-dire de marier le cloud gaming avec la puissance brute de la console. C'est-à-dire tout ce qui est environnement et texture immédiate seront pris en charge par la console, et tout ce qui est texture plus éloignée, décor, effet de particules, choses comme ça, sera pris en charge directement par le cloud. Donc ça n'a pas encore été fait, parce que je pense que c'est pas encore tout à fait au point, mais par la suite, ça peut ouvrir un éventail de possibilités assez intéressantes. Et là, j'ai l'impression qu'ils lavent un peu leur linge sale en public, en fait. Donc nous, on aime bien cette patate et on la défend. Ouais. Bon, pour enchaîner, gros sujet. Là, ça va être un gros sujet. Je vais tâcher de ne pas passer trop de temps sur chacune des annonces. Parce que voilà, c'est quelque chose qui, on vous le dit, nous passionne tous les deux avec Kira. C'est une licence qui nous est très chère. Donc, il y a eu le Silent Hill Showcase. C'était un moment très attendu. En 2 mots, je ne vais pas vous présenter l'événement. Je vais plutôt m'attacher aux annonces. Mais c'était finalement... il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disaient autour de Silent Hill. Et les développeurs ont décidé, avec Konami évidemment, de enfin donner des nouvelles. Et ils ne se sont pas contentés de donner des nouvelles sur les prochains jeux, mais ils ont plutôt présenté qu'est-ce que sera l'univers Silent Hill et tout un petit peu les produits et les médias qu'il y aura autour de ça. Donc ça, cette approche, j'ai trouvé très intéressante. Et on a donc commencé par Silent Hill 2 Remake. Donc Silent Hill 2, c'est certainement l'un des plus grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo d'horreur. Et donc officiellement le remake arrive. Ils ont montré des images qui étaient assez séduisantes. C'est vrai que c'est très 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 joli. Et l'équipe qui est aux commandes, c'est la Bloober Team. Ceux qui ont fait pour le line-up, pour le lancement de la Xbox The Medium en exclusivité temporaire. Et du coup, ils sont là sur le projet Silent Hill 2.
Sachant que c'est vrai, ils ont une appétence pour le jeu d'horreur. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Oui, bah moi je suis méga chaud, déjà parce que comme beaucoup, c'est mon épisode préféré de la saga. Heu, c'est celui qui en disant qu'on peut prendre, la licence Silent Hill dès le 2 en fait, sans être bloqué avec, avec le background du jeu précédent. Donc ça, pour moi, c'était logique qu'ils fassent un remake de celui-ci. Puis le développement, moi j'aime beaucoup aussi. Alors bon, The Medium, je l'ai trouvé cool, mais disons que c'était plus un jeu, avec un fort potentiel et qui subissait un petit peu son statut de double A, voire de jeu indé, pour le coup, sur certaines choses. Après, il y avait une forte inspiration Silent Hill, et justement, quand j'y jouais, je me disais, oh la vache, avec un skin Silent Hill, ça pourrait vraiment être stylé. Hmm. Après, ça va être pour eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur, quoi. Non. C'est vraiment, je pense que ce jeu peut conditionner la suite de leur Hmm. carrière. C'est un très fort enjeu. Et ils en ont conscience, et c'est ce qu'ils ont voulu montrer au travers de ce trailer. Et je vous invite à regarder d'ailleurs notre page Facebook, on a pas mal animé le sujet. Ils ont montré du plan sur plan, vraiment des choses pour rassurer les fans, en disant oui, ce sera le strict identique de ce que vous avez connu, en plus joli, techniquement remis au goût du jour. Donc ça, c'est vraiment pour rassurer. Et ils ont absolument aucun intérêt artistique, ni même commercial, de s'écarter de l'œuvre originale, qui est vraiment un monument quasi intouchable. Ce qui est très chouette aussi, c'est que le grand Akira Yamaoka, qui s'occupe des musiques, sera lui aussi de la partie, avec certaines réorchestrations. Il a fait beaucoup pour cet univers de Silent Hill, ce très très grand compositeur. Donc je suis vraiment séduit. Donc il sortirait d'abord sur PS5 Steam. Et au bout d'1 an, il me semble, c'est ce qu'ils avaient marqué dans le trailer, le jeu pourra arriver sur d'autres plateformes. Donc pourquoi pas, enfin Xbox, ça c'est quasiment certain, et je l'espère, mais peut-être même la Switch, comme on imagine là les Resident Evil, enfin tu en parleras tout à l'heure. Oui, tout à fait. Si je peux vous donner un petit conseil, moi, c'est essayer le jeu Observer de Bluebird Team, en fait, qui est un jeu cyberpunk d'enquête, un petit peu glauque, avec un flic qui pète les plombs. Et il y a des passages, c'est vraiment du pur Silent Hill, en fait. Donc oui, pour moi, c'est très cool. C'est très, très... Observer. Bon, je vais devoir attendre 1 an pour y jouer ou acheter une PlayStation. Je sais pas encore, je vais réfléchir. On note Observer, en tout cas, The Medium qui est dispo en plus en ce moment, qui est sorti sur le PS Plus. Donc voilà, testez vraiment le travail qui est fait par Bluebird et vous verrez, ils font le job. Quant aux autres annonces, je vais en faire là plus un gros package, puisque il y avait moins d'infos, mais on aura le droit du coup à un Silent Hill Townfall, donc fait par les très 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 bons Annapurna Games et No Code. Donc il y a vraiment quasiment aucune info, et le trailer montre pas grand chose, mais ce sera un jeu narratif autour de l'univers Silent Hill. Ensuite, on a eu le droit à la suite du film, enfin ce sera plutôt la suite, il y a eu 2 films Silent Hill, il faut en retenir qu'un seul, c'est le premier. Une partie des équipes du premier refont une suite, c'est Return to Silent Hill, qui sera ce coup-ci l'adaptation assez stricte du jeu Silent Hill 2. Et il y a toute une interview qui est faite sur les équipes de réalisation qui est vraiment très intéressante, que je vous conseille de regarder. Et alors évidemment, ils ont travaillé leur communication, leur marketing, mais moi, ils m'ont quand même assez convaincu. Ils se sont montrés vraiment très très attentifs à ce que pouvait représenter Silent Hill 2 dans le cœur des joueurs, et donc franchement ils m'ont rassuré, alors que le film Silent Hill, le deuxième film qui est sorti il y a un petit moment, est vraiment très 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 mauvais. Oui, on s'est fait une soirée Silent Hill 1 et 2 dernièrement. Je saigne encore après la vision de Silent Hill Révélation Ouais, 3D. il était vraiment 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 horrible. Ensuite, les autres petites annonces, et je vais faire vite, je trouvais ça rigolo qu'ils annoncent des goodies, des figurines. Donc dans ce showcase, ils ont annoncé même des planches de skate à l'effigie de Silent Hill, des figurines. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo de détendre encore une fois un petit peu les médias, encore un petit peu la proposition commerciale. Donc ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Mais c'est surtout, c'est sur les 2 dernières annonces que franchement j'ai été assez surpris. Donc ils ont annoncé Silent Hill Ascension. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas un film, ce sera pas une série, c'est plutôt une expérience sur le web qui sera diffusée en live, en streaming,
où les joueurs, c'est pas vraiment les joueurs du coup, ou plutôt les personnes qui visionnent pourront interagir dans cette proposition. On ne sait pas trop ce que c'est, donc je peux pas être très précis. Mais en tout cas, les spectateurs interagiront. Donc j'imagine qu'il y a un système de vote, etc. Et ce qui va se passer durant toute cette expérience va devenir canon. Donc ça veut dire fera partie intégrante du lore de Silent Hill, du scénario de Silent Hill et de l'univers Silent Hill. Et ça, c'est vraiment... Il y a J.J. Abrams qui est intéressé au sujet, et j'ai trouvé cette proposition vraiment très très intéressante. On n'est pas dans le jeu vidéo, c'est vraiment une expérience collective sur Internet dans lequel les joueurs vont vraiment être très intégrés. Donc ça, franchement, ça m'a un petit peu bluffé. Et la cerise sur le gâteau a été l'annonce d'une vraie licence, d'un vrai nouveau jeu Silent Hill qui va s'appeler Silent Hill F. Et donc là, on sera dans un Japon des années 60, je crois, un peu basé. On voit beaucoup de choses un peu traditionnelles et tout. Ça a l'air complètement, franchement, ça a l'air un peu barré, ça a l'air très très énigmatique. Où on voit à un moment, je sais pas, une sorte de fille qui est contaminée par un grand parasite. Ça m'a fait un peu penser à The Last of Us, un peu dans le délire du champignon qui parasite un peu les gens. Mais là, c'est vraiment en mode très très horreur. Donc voilà, une nouvelle licence qui a l'air, un nouveau jeu qui a l'air vraiment de détonner avec le reste et qui semble être une proposition vraiment très 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 couillue, si je puis dire. L'expérience sociale là qu'ils ont envie de créer sur le web, est-ce que tu te rappelles du jeu In Memoriam qu'ils avaient sorti chez Ubisoft ? Ça me fait un petit peu penser à ça, c'était vachement bien, où tu allais sur des sites internet qui te permettaient de résoudre un meurtre ou quoi que ce soit, et j'ai un peu l'impression qu'ils partent dans ce délire-là, ce qui peut vraiment être cool et changer la donne, et puis leur faire une com vraiment excellente, quoi. Moi en tout cas je suis chaud, et la dernière version du jeu, tu dis celle qui te rappelle un petit peu Last of Us, moi elle m'a fait un petit peu penser à Forbidden Siren dans le genre. C'est vrai. C'est un peu, bon, c'est pas la même époque, mais de voir les bâtiments typiques et tout, ça m'a un petit peu fait penser à ça, et c'est très cool de voir la direction que prend cette licence. Moi perso j'ai hâte de tester ça. Ouais, vraiment, le mot de la fin sera mon impression sur la convention, sur cet événement. Et en fait, ils n'ont pas présenté des jeux, ils ont présenté un univers, ce qu'ils allaient faire de cet univers. Et ça, c'est une très très belle proposition. Et j'ai passé vraiment un très très bon moment sur cette conf. À quand un Metal Gear Showcase avec une annonce de 5 jeux et... Aïe aïe aïe, ce serait incroyable. Vache, ça serait bien. Alors moi on va attaquer sur du gros aussi, j'aurais peut-être dû la mettre un peu plus tard cette news, parce que ça va être un peu dense. Je vais débriefer le Resident Evil Showcase qui a eu lieu cette semaine. Déjà pour commencer, ils ont parlé que Resident Evil allait être étendu au maximum et qu'on avait possibilité de jouer à Resident Evil sur beaucoup de supports différents. Donc ce qui est quand même très cool. On retrouve des éditions Mac, des éditions Switch via le cloud en fait. Donc on peut jouer à Resident Evil partout. Le PSVR 2 aussi a été mis en avant sur Resident Evil Village, donc ce qui permettrait de profiter dans une immersion totale et flippante, on va dire, du nouveau jeu, enfin du dernier jeu de la saga. Donc, ce qui est cool, parce que c'est ce qui manquait, c'était l'annonce phare de Resident Evil 7, c'est que c'était un jeu full VR en fait. Et je pense que le FPS a été fait pour ça initialement. Là, c'est bien, c'est qu'ils ont pris le parti de faire du coup une expérience VR sur ce jeu. Donc, s'il est jouable intégralement en VR, ça va être cool. On peut choisir le mode troisième personne, qui est très cool aussi. Et on peut jouer aussi en mode FPS. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les sensibilités. Et là-dessus, je trouve que Capcom gère vraiment bien leur communication et surtout leur univers autour de Resident Evil. Quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, je me dis que Resident Evil 6 est quand même assez loin, finalement, maintenant. Ouais, c'est clair. Ils ont parlé donc de l'extension Winters et donc de Resident Evil Village, la Gold Edition. Donc c'est un pack qui comprend les DLC et le jeu principal qui sera disponible le 28 octobre 2022 et qui va clôturer l'histoire de la famille Winters, donc qui a commencé à Resident Evil 7. Donc ça implique que Resident Evil 9 parte dans une direction totalement différente. Il y a ce fameux mode à la troisième personne qui a priori est beaucoup demandé par les joueurs, dont moi, donc ils ont dû m'écouter je pense, dont j'en fais partie, et donc ça c'est plutôt cool parce qu'ils mettent l'accent dessus. Ils ont également reparlé de REverse. Enfin, le jeu sera lancé le 28 octobre 2022 et sera donc crossplay, donc ça c'est cool. Ouais, j'ai hâte. Ils ont annoncé qu'il y aurait du contenu supplémentaire
donc pour Aeroverse, dans les futures mises à jour, donc du contenu gratuit pour le moment, contenu payant, ils l'ont pas encore annoncé. Il y aura des nouvelles créatures, des nouveaux lieux, des nouveaux costumes et des défis supplémentaires avec un système de saison en fait un petit peu comme Fall Guy par exemple. Donc ça c'est cool. Il y a également le fameux Resident Evil 4 remake qui a été montré cette fois, parce qu'avant on avait vu une vidéo très succincte et quelques screens, là on a vu beaucoup de choses. Le producteur de Resident Evil 4, donc, il a présenté son premier aperçu, c'est la fameuse séquence de gameplay qui commence l'aventure, en fait, où justement Léon se retrouve aux prises avec les Ganados, en fait, pour la première fois. Je sais pas toi, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que je les ai trouvés super fluides et rapides, les ennemis, en fait. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai. Parce que le premier est quand même assez rigide depuis. Là, on a vraiment cette sensation d'être acculé, en fait. Ah, on a redécouvert le village. Hein. Ça fait vraiment flipper. Hein. Ah ouais, non, il est bien glauque et tout. Et cette sensation, avant, je me souvenais, c'est on visait l'ennemi, des fois, il faisait un pas à gauche, un pas à droite pour éviter la balle. Donc, il fallait anticiper le mouvement, mais les patterns étaient les mêmes, en fait. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression que l'ennemi peut sauter, partir en arrière. Enfin, c'est beaucoup plus fluide et on va plus sentir ce climat de tension lors de cette scène, en fait. Donc, j'ai vraiment hâte de retester ça. J'en viens à imaginer une démo de cette scène, histoire d'avoir un os à ronger avant la sortie du jeu. Ce serait cool. La customisation du couteau, on va pouvoir customiser son couteau, fera partie intégrante du jeu. Je sais que toi, c'est ce qui te manquait un petit peu sur Resident Evil 2. Ouais, tout à fait. Moi, je suis un joueur couteau sur tous les Resident Evil. Hein, je fais tous les jeux au couteau. Et d'avoir cette personnalisation du couteau, j'avoue, ça m'a parlé, c'est clair. Bah, surtout que là, en plus, le couteau va servir lors des parades. Donc, il y aura des nouvelles parades qui vont se faire au couteau et des nouvelles esquives. On va pouvoir augmenter les dégâts de son couteau, ce qui va permettre de tuer plus facilement certains ennemis. Donc, les personnes qui veulent vraiment se la jouer Rambo dans la pampa, bah, il y a vraiment moyen. Avec le couteau entre les dents et tout. Ouais, c'est ça. On va se mettre de la peinture sur quoi. les visages et on va y aller, quoi. C'est à poil avec le couteau, c'est parti. C'est ça. Ils ont réinterprété les personnages. Ça, j'ai beaucoup aimé. Généralement, quand ils font des remakes, ils refont, forcément, ils redesignent les personnages. Et souvent, je suis un petit peu déçu parce que ils s'adaptent au canon de mode actuel ou des choses comme ça. Là, j'ai trouvé que c'était très très fidèle au jeu original, avec quelques changements, mais ça a toujours été plus ou moins pertinent, quoi. Je vois la fille du président a l'air d'être un petit peu plus vieille, par exemple. Et du coup, c'est pareil, lors de certaines scènes, je pense que ça peut être plus prenant, parce que c'est vrai qu'elle avait tendance à parler, et des fois, elle parlait comme une adulte, alors qu'au final, elle avait 12 ans, quoi. Donc, c'était un petit peu, ça me sortait un petit peu d'immersion. Donc, ouais, ça faisait des dialogues, même avec Léon, un peu bizarre, ambigu, enfin, c'était pas terrible. Ouais, on sent vraiment un personnage enfantin écrit par des adultes de plus de 50 ans, quoi. Ouais, il y a des trucs qui collaient pas vraiment, donc là, au final, comme tu dis, ça va être moins malaisant aussi sur cette relation un petit peu étrange. Le retour du marchand, bien sûr, le marchand qui se TP, je pense qu'il a la faculté de TP, en fait. Il est toujours là avant toi, donc ce mec a vraiment un truc, je pense. Ils ont annoncé une édition Deluxe digitale, full digital, et une édition collector physique avec une belle figurine de Léon également. Je suis sur le coup, là, pour la figurine collector. Elle est vraiment, vraiment classe, quoi. Elle est donc très belle. Ça sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series XS, les anciennes générations d'Xbox et PC, bien sûr, le 24 mars 2023. Donc, c'est dans longtemps, en fait. C'est dans longtemps, mais on a vraiment hâte. Là, ils nous ont donné quand même à manger avec ce trailer et ces images. Moi, ce qui m'a toujours surpris avec Resident Evil 4, c'est la hype et la communauté derrière ce jeu qui est exceptionnelle, parce que ça a été quand même un gros virage, hein, de Resident Evil 3 aux zombies à Resident Evil 4, les infectés, etc. Enfin, c'était vraiment un gros virage. Et ce jeu, vraiment, est pareil, hein, quand c'est sorti, enfin, quand les trailers sont sortis, ça a vraiment cassé Internet. C'est d'ailleurs nos posts les plus vus et repartagés, hein, sur Resident Evil 4, sur notre page Facebook. Donc, ça fait plaisir. Ça, c'est le genre de remake. On a fait un débat ensemble, Kira, il y a 2 semaines sur les remakes. C'est l'exemple concret de ce que ça apporte au marché. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait du bien de revoir cette offre modernisée. Comme tu l'as dit, tu as donné plein d'arguments qui font que ce remake est totalement justifié et ça fait plaisir à tout le monde. Et là, banco, quoi, on va y aller et ce sera un succès à n'en pas douter.
Rien que de par le gameplay, je me souviens quand Dead Space est sorti, en fait, il y a Resident Evil 5 qui est sorti un peu au même moment. Dead Space est sorti juste avant et le fait de pouvoir marcher et trancher ses ennemis dans Dead Space, c'était mais vraiment, c'était tellement un plus que quand je me suis retrouvé sur Resident Evil 5 à devoir m'arrêter pour tirer sur les mecs, j'ai fait: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Et c'est vrai que maintenant, c'est d'autant plus flagrant que, bah, les remakes de Resident Evil 2 et 3 sont sortis, le gameplay est super fluide et comme tu dis, il y a une forte communauté autour de Resident Evil 4 pour deux raisons. La première, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Resident Evil sur cet épisode, car ça C'est a vrai. été un vrai tournant. Et surtout aussi, les gens qui étaient un peu réfractaires à la 3D isométrique, avec les caméras fixes et choses comme ça, bah, ils ont découvert un jeu qui était peut-être plus action et plus punchy. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur la lancée. Donc... Carrément. On va lâcher un petit peu l'horreur hein, pour continuer. Là, on a fait, c'était très dense. J'ai préparé une toute petite news, mais c'était pour mettre en avant le fait que les salons de jeux vidéo reviennent en France. On avait pas mal parlé des salons de jeux vidéo et leur mort cérébrale depuis quelques temps. Donc là, la Paris Games Week, donc en plein cœur de Paris, dans le 15e, revient en force du 2 au 6 novembre. Donc je pense pas, il faut pas s'attendre à des très grosses annonces, hein, ce sera plutôt des choses que l'on connaît déjà. Mais en tout cas, la programmation est intéressante. Il y aura beaucoup de e-sport, il y aura du Trackmania, il y aura Capcom qui s'est pas mal investi sur l'événement avec Street Fighter 6. Il y aura Namco Bandai aussi qui va présenter pas mal de choses. Mais surtout, ce que je voulais mettre en avant lors de cette news, c'est qu'ils vont faire un espace dédié aux jeux vidéo français. Et ça fait plaisir parce que le jeu vidéo français, on en parle assez régulièrement, mais à mon sens pas assez, parce qu'il y a quand même des vraies pépites et il y a un vrai savoir-faire. Autres, on peut citer les jeux Rayman, les lapins crétins, c'est sûr, ça a beaucoup de succès. Alone in the Dark, jeux aussi style Heavy Rain, etc. Mais plus récemment, on s'est démarqué aussi en France avec des jeux plus comment dire, plus indépendant si je puis dire. On avait Stray, on avait Plague Tale. Enfin, il y a quelques petites pépites du jeu vidéo français qui seront mis à l'honneur lors de cette Paris Games Week et ça fait vraiment très très plaisir. Ouais, c'est plutôt cool, ça permet de faire vivre un petit peu le milieu. Mhm. Et comme tu dis, le savoir-faire français, rien que le studio Arkane, basé en France, a fait quand même de très grands jeux. Moi perso, je suis pas fan, mais c'est vrai que les jeux sont très très réputés et très appréciés du grand public. Donc dans le genre immersive sim, en tout cas, les mecs, bah, ils sont chauds, hein, faut dire ce qui est. Il y a toujours un design qui est vraiment sublime. J'ai testé un petit peu Deathloop dernièrement. Euh, Encore une fois, c'est pas un jeu que j'apprécie jouer, mais vraiment l'enrobage, le gameplay, il y a des trucs vraiment cool. C'est juste que c'est pas vraiment ma cam. Mais là-dessus, on sent vraiment un réel savoir-faire et surtout, il se démarque un peu de tous les jeux consensuels qu'on trouve actuellement, en fait. Donc c'est bien de voir mis à l'honneur le savoir-faire made in France. Dishonored a été tu cites Arkham, hein, mais Dishonored a été un très très gros succès. Bon, pareil, un certain n'aime pas. Je crois que t'es pas fan toi de Dishonored, mais Non, je plus du tout. mais j'avais beaucoup aimé, moi. Ça m'avait fait penser, peut-être à tort, un peu à BioShock, mais dans le style un peu steampunk. J'avais Oui. beaucoup aimé, mais je sais qu'ils ont une grosse communauté derrière. Et que, voilà, on soit bon en jeux vidéo en France, quand même, ça fait plaisir. Et cette mise à l'honneur dans la Paris Games Week, moi, je trouve que c'est vraiment un bon move. Ça permet au salon de se diversifier et puis un peu de flatter l'ego des Français. On sait qu'on aime ça. On va revenir dans l'horreur, hein, parce que bon, ça y est, on s'est trop écarté. Là, c'est Resident Evil, donc toujours, là, ça se fait suite à ma news précédente. Donc la démo TPS de Village est disponible et il y a une annonce pour la bêta de Reverse. Alors déjà, on va commencer par la bêta de Reverse, donc c'est le jeu multijoueur offert à tous les propriétaires de Resident Evil Village. Participez à la bêta qui sera disponible dès lundi 24 octobre 2022, donc à 4h du matin, demain, vu qu'on enregistre dimanche. Et se terminera le 26 octobre à 8h du matin. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'inscrire sur le site directement de Capcom, et sur l'inscription, vous allez devoir récupérer un code, et ce code, il va falloir le lier en fait avec la bêta que vous allez télécharger. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir profiter de cette bêta fermée au départ. Ensuite, ils ont balancé la démo de Resident Evil Village avec le mode TPS, donc la démo que j'ai testé justement, pour voir un petit peu s'ils avaient juste mis un skin ou s'il y avait vraiment du dev derrière. Alors, qu'en as-tu pensé?
Et bah pour le coup, alors déjà la démo se situe dans le château, donc c'est pas ma phase préférée dans le sens où c'est beaucoup de déambulation dans le château au départ, et c'est vrai que ça permet pas de voir trop de gameplay action déjà entre autres, et surtout c'est beaucoup d'énigmes en fait. Donc au final le mode TPS, qu'il soit TPS ou FPS, c'est disons que à part la différence de point de vue, ça transcende pas vraiment le propos. Pour le coup, moi à leur place j'aurais choisi peut-être plus la démo du village qu'on avait lors de la première démo il y a 3 4 ans. Mais carrément, elle était très bien cette démo. Et je pense que voilà, à leur place, j'aurais peut-être plus choisi celle-ci pour vraiment montrer la différence. Néanmoins, j'ai remarqué plusieurs choses, que je l'ai faite 2 fois. Je l'ai faite une fois en FPS et une fois en TPS pour voir. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est pas juste un simple skin. Il y a Ethan qui bouge d'une certaine manière, on le voit tenir son flingue d'une certaine manière. Vu que le point de vue est différent aussi, les réactions des ennemis sont pas tout à fait les mêmes en fait. Quand ils nous attaquent ou quoi que ce soit, justement pour s'adapter à ce nouveau point de vue. Et bah, j'ai trouvé ça très cool. En fait, on retrouve vraiment les sensations des autres Resident Evil. On est plus dans l'ADN Resident Evil, en fait, justement. Et on a un peu le côté claustro du personnage, en fait. Quand on le voit avancer dans des petits couloirs un peu exigus, on le voit mettre la main sur le plafond pour pouvoir se baisser et passer dans un petit trou ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas vraiment un simple caméra reculée, on n'en parle plus. Ils l'ont vraiment bossé, en fait, le truc. Et ça, c'est cool. Et j'ai passé un bon moment. La démo dure 1 heure, on s'arrête au moment où Lady Dimitrescu arrive, en fait. Et voilà, je vous recommande de la tester si vous voulez refaire le jeu et vous savez pas s'il faut passer à la caisse une seconde fois. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Elle est dispo sur toutes les plateformes, la démo? Sur PS5, PS4, série X et Xbox et PC, bien sûr. Pas sur Switch. Ouais, c'est une bonne nouvelle. En plus, ça peut peut-être permettre à certains qui sont pas attirés par la vue FPS de s'intéresser au jeu. Donc, franchement, je trouve que c'est chouette de la part de Capcom. C'est une bonne idée. C'était rédhibitoire pour plusieurs personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment vraiment voir ça. Et là, le fait de laisser le choix, parce que ça se fait pas in-game, c'est vraiment dans le menu du jeu. Tu sélectionnes mode FPS ou mode troisième personne, en fait. On peut pas switcher à la volée, en fait. Donc pour le coup, quand tu commences le jeu, tu sens que vraiment ça a été codé différemment. Et ouais, non, ils sont pas foutus de nous, quoi. Ouais, Bravo. c'est chouette. Ouais, ça fait plaisir. Autre petite news, donc là on change carrément de sujet. On arrête vraiment avec le jeu d'horreur. On va parler un petit peu de hardware. On a parlé de la patate Xbox Series S tout à l'heure. On va parler de la PS5 parce qu'il y a eu des petites mises à jour de la PS5. On sait que d'une version à l'autre, d'une production à l'autre, ils sont en train d'optimiser un petit peu la console. Donc c'est pour vous donner un peu plus de visibilité là-dessus. Donc en fait, le move de Sony, l'idée de Sony, c'est que la technologie évoluant évidemment d'année en année et même de mois en mois, ça va très vite la technologie en ce moment, ils continuent à optimiser leur console. C'est-à-dire que les personnes qui ont acheté une console Day One auront une architecture différente des personnes qui l'ont là aujourd'hui. Néanmoins, pour rassurer tout le monde, techniquement, en termes de puissance, tout est vraiment, l'expérience de jeu, ça reste strictement la même. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est comme les procédés de gravure de puces s'est amélioré, Sony a pu faire passer leur puce de 7 mm à 6,5, je crois, 6,2. Donc en fait, la puce à l'intérieur de la console est un tout petit peu plus petite. Et à cette occasion, Sony avait 2 choix. Soit faire une puce plus puissante, mais là, dans ce cas-là, c'est-à-dire que les gens qui achètent leur console maintenant auraient une console plus puissante que ceux qui l'ont acheté au début. Donc ça, c'était tout à fait inadmissible. Donc ce qu'ils ont plutôt fait, c'est garder cette puce plus petite, donc ils produisent moins de matériaux, et en même temps, la console est moins énergivore. Donc d'un point de vue environnemental entre guillemets, je trouve que c'est vraiment une bonne approche parce que la personne qui l'a acheté au début, la personne maintenant a strictement la même console, mais elle bénéficie de l'avancée de la technologie plutôt que de laisser une console sur le marché qui consomme X% d'électricité et qu'on a la possibilité de faire baisser cette consommation, autant le faire. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et la deuxième chose, c'est que grâce à ça, on va certainement voir la fin des pénuries de consoles parce que évidemment si on produit des puces plus petites, on peut en produire davantage. Donc ça te laisse à penser qu'en 2023, il y aurait davantage de consoles sur le marché et les joueurs qui courent après cette console et qui n'arrivent pas à l'avoir auront la possibilité de l'acheter. Et enfin,
Donc on sait que la Sony travaille énormément sur le hardware. Il y a beaucoup de rumeurs qui font que d'ici 2023, il y aurait un seul modèle de PS5. Là aujourd'hui où il y en a deux, il y a la PS5 classique et la PS5 sans lecteur Blu-ray. Il y aurait une seule console qui serait produite. Donc pareil en termes de matériaux, en termes de coque, en termes de moulage de plastique, etc. Il y aurait une seule console, donc on rationalise un petit peu les chaînes de production, et on aurait, attention, tenez-vous bien, un lecteur Blu-ray amovible. Donc ce serait un accessoire à acheter à côté. Donc espérons que ce soit pas une fortune à acheter, mais en tout cas un accessoire, 250 balles. un accessoire à acheter à côté qui permettrait voilà, tout le monde achète la même console et ceux qui veulent le lecteur Blu-ray peuvent l'acheter. Ce qui implicitement aussi engagerait une refonte du design. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer côté Sony sur le hardware. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette optimisation de la console pour avoir quelque chose de moins énergivore et en même temps, ça emmène petit à petit vers une nouvelle génération de consoles qui sera, je l'espère en tout cas, pas une pro. Moi, je suis pas pour toujours mettre de la surenchère technique. C'est peut-être Mais un en peu tout tôt, cas, hein. c'est peut-être un peu tôt. Je préfère vraiment cet aspect plutôt. On optimise ce qu'on sait faire. On le rend plus vertueux, plus écologique, parce qu'on sait que voilà, ça doit être un sujet qui nous concerne tous, et l'industrie du jeu vidéo doit être attentif à ça. Donc ça j'aime bien cet état d'esprit. Donc à voir comment ça se concrétisera, mais s'ils prennent cette tendance, j'apprécie, tu vois. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Surtout que les consoles actuelles sont quand même très énergivores, on est en pleine crise énergétique, et c'est vrai que si on peut gagner un petit peu là-dessus, ça serait pas plus mal. C'est vrai que bah, les deux, hein, la série X et la PS5 ont été assez pointées du doigt par rapport à leur consommation, donc c'est moindre, du moins du côté de chez Microsoft depuis les dernières mises à jour, où avec le système de mise en veille limité au maximum, et surtout au niveau de la consommation. Mais c'est vrai que si on peut gagner un petit peu grâce à ça, au final, c'est peut-être la bonne orientation. Bah ouais, surtout Soyons qu'une pro, éco-responsables. exactement, et l'intérêt d'une pro, en fait, alors que la nouvelle génération n'est pas encore installée vraiment et qu'il y a encore des jeux qui sont sur l'ancienne génération et sur la nouvelle, là j'aime bien cette approche où la technologie est plutôt au service de l'éco-responsabilité plutôt que à une surenchère technique. Donc, si les constructeurs Microsoft et Sony prennent cette tendance, là j'aime bien, je leur dis chapeau. Pour finir, on va parler d'un autre jeu d'horreur. Enfin, non, je déconne. Ah bah, tu m'as eu. Je me disais, bah, vraiment, on parle plus d'horreur là. Tu m'as eu, bien joué. Ce qui est horrible, c'est la sortie d'Overwatch 2, donc qui a été dire qu'Overwatch 2 a eu un lancement compliqué, ça serait un doux euphémisme, hein, concrètement, entre les problèmes de connexion, les glitches découverts, la perte de contenu débloqué sur les profils, la mise en place du système économique en free-to-play. Ça fait grincer beaucoup de dents, les gens sont très 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 mécontents. La grogne est telle qu'il y a un review bombing sur Metacritic en fait. En gros, les testeurs professionnels l'ont noté 80, les joueurs 1,5. Ça fait une sacrée différence. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat de ressentir le mécontentement légitime sur Metacritic, car encore une fois, la review bombing, des fois, c'est juste pour dire on n'y a pas joué, mais on a envie de suivre le mood du truc. Mais pour le coup, on sent quand même qu'il y a un réel malaise. Du coup, Blizzard a communiqué, donc je vais vous lire le communiqué. Nous nous excusons pour tous les problèmes que les joueurs ont pu rencontrer lors du lancement du jeu. Pour aider à compenser le temps perdu, nous sommes en train de préparer plusieurs week-ends double match XP, dont les dates seront prochainement annoncées. Nous allons également donner à tous les joueurs qui se connectent entre le 25 octobre et la fin de la saison 1 un nouveau skin légendaire du capitaine maudit, skin pour faucheur et un charme d'arme de pack de soins. Ces objets à collectionner deviendront vôtres à partir de votre première connexion durant cette période. Alors, bon, déjà Blizzard, c'est bien qu'ils communiquent. Bon, en soi, le cadeau, il a un peu pété quand même. Hein. Je veux pas dire, mais parce que le problème, c'est pas que les gens ont eu des problèmes légitimes sur ce jeu, mais il faut que les gens ils veuillent revenir sur les jeux. Donc revenir sur le jeu pour des week-ends de double XP, enfin, je trouve ça un peu limite, parce que si les gens viennent pas, bah au final le cadeau, ils s'en foutent quoi. Voilà. Le skin légendaire gratuit pour tout le monde si on se connecte à la même heure, au final, ça va faire la même chose. Les gens auront leur skin. Mais au final, comme tout le monde l'aura, bah, personne jouera avec en fait.
Donc je trouve ça un peu chiche quand même quand on voit un petit peu la saloperie qui a été le lancement de ce jeu, surtout après un Overwatch 1 qui est autant plébiscité, qui était encore vraiment joué avant la transition vers Overwatch 2. Enfin là, oui, Activision Blizzard, je sais pas ce qu'ils font en fait. Ils ont des problèmes de com. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Je me, je me demande si c'est pas des anciens de chez Sony en fait qui Bah, communiqueraient. Tu vois, ils ont pas récupéré les stagiaires ou. en fait, ils ont récupéré pour tout le staff. La vraie histoire, c'est que c'est les mecs d'Activision. Au moment du rachat Blizzard Activision, c'est Ouais, les mecs de Blizzard se sont barrés. Pour beaucoup sont partis sur LoL, ceux de côté League of Legends, et c'est les mecs curieux. d'Activision qui sont aux commandes. Et franchement, moi je suis, tu le sais, j'étais parce que franchement, j'assume, je le dis au passé, j'étais un grand malade de toutes les licences Blizzard. Et si j'étais un PCiste avant, c'est grâce à Blizzard. Très gros joueur StarCraft, très gros joueur Diablo 2. Je jouais sur Heroes of the Storm, sur Hearthstone. Et en fait, ils ont cassé toutes ces licences. World of Warcraft, j'ai pas trop joué. Je jouais beaucoup à Warcraft par contre. Mais Diablo 3, franchement, Diablo 3, rappelons-nous quand même que il y a eu trop de scandales avec les ventes aux enchères avec de l'argent réel, des équipements, enfin c'était un truc de ouf. Ils ont tué, en fait, ils ont absolument, Blizzard a tué toutes ses licences. Hearthstone, j'ai arrêté parce qu'il faut à chaque fois passer à la caisse. Tes cartes, elles sortent du roster et elles sont plus utilisables. Diablo Immortal, c'est un scandale, le jeu mobile. Warcraft Reforged, qui était le truc que j'attendais le plus, la refonte de Warcraft 3, ils l'ont foiré. En fait, Blizzard a tout raté. Il y a qu'un truc qui m'intéresse aujourd'hui sur sur Blizzard, pardon, c'est Diablo 2, la refonte, enfin le portage plutôt, le portage remaster de Diablo 2. Et là, je vous parle d'un jeu qui est ultra vieux. Pour moi, c'est la seule chose qui tient encore la route chez Blizzard. Ils ont tout cassé, alors qu'ils avaient un. Enfin, Blizzard, ça a été un monument. Et moi, franchement, ça me dégoûte. Et Overwatch, bah, franchement, free to play, mais devoir faire 70 heures de jeu pour débloquer un skin, à un moment, il faut qu'ils arrêtent de se moquer de nous, quoi. Donc, Ouais, c'est devenu un vieux pay to win en fait. Et encore une fois, c'est ce qu'il y a de pire dans le free to play quoi. Parce que qu'un jeu soit gratuit pour qu'un max de gens puissent y jouer, et à côté on se fait de la thune sur les cosmétiques, ça c'est normal. Sauf qu'à côté on a le modèle économique de Fall Guy qui est quand même super bien avec un système de bah saison. On oui, paye pas trop cher en plus, on paye 9 euros je crois la saison. Si en plus on la joue de manière assidue, on gagne suffisamment de points pour avoir la saison suivante gratos en fait. c'est vrai. Donc tout ça, on sent qu'il y a un côté un petit peu gagnant-gagnant, un côté vertueux. C'est-à-dire les jeux sont joués, mais comme c'est pas cher, si quelqu'un veut se prendre un petit skin à côté, il peut se prendre un petit skin à côté, sans non plus arracher son compte en banque. Que là, chez Blizzard, vraiment, c'est devenu des grosses pinces en fait. Hein. C'est Ouais. la thune avant tout, quoi. Et j'ai pas été aussi fan que toi des licences Blizzard. J'ai beaucoup aimé World of Warcraft, que j'ai pas mal joué jusqu'à la deuxième extension. À l'époque, bon, j'ai arrêté parce qu'à un moment, j'avais plus de life, quoi. StarCraft 2, je m'y suis mis sur le tard, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette trilogie de jeux et vraiment, j'ai passé un excellent moment dessus et tout. Mais en l'état, je comprends pas qu'avec un tel lore, on puisse faire autant de merde, en fait. Écoutez, c'est ma petite news fanboy qui va arriver. Donc mon pseudo c'est Sid, donc vous doutez que j'aime bien Final Fantasy. Donc on va parler de Final Fantasy XVI. En fait on va pas en parler longtemps, c'est juste franchement le fameux. Il faut regarder le dernier trailer de 4 minutes là qui est sorti. Les gars Square Enix, en fait personne ne les attendait, ça faisait un moment qu'on attendait des news de Square Enix, mais un soir comme ça, je crois que c'était jeudi soir ou vendredi, je sais plus, ils sortent le trailer comme ça d'FF16, trailer ultra ambitieux, magnifique, et j'ai l'impression qu'au travers de ce trailer, Square Enix, pour sa licence Final Fantasy, a vraiment renoué avec la narration, et c'est en fait c'est presque une leçon de Dark Fantasy ce trailer, et je trouve que tout y est, et pour beaucoup, Final Fantasy XV a un petit peu bousculé avec des persos qui étaient, voilà, qui étaient en termes de design perfectibles pour certains, en termes d'écriture, voilà, tout le monde n'a pas aimé. Que Final Fantasy XVI s'inscrit dans une dark fantasy qui a l'air très pointue, très mature, qui donne vraiment envie. On voit du gameplay dans ce trailer et on en sait un petit peu plus. On sait que Final Fantasy XVI donc sera axé autour des primordiaux, des invocations, des GeForce, enfin bref, ce que l'on connaît au travers des Final Fantasy et ce qui a fait la renommée. Et en fait, Final Fantasy XVI sera articulé autour d'émissaires.
Et il y aura un émissaire d'Odin, il y aura un émissaire de Bahamut qu'on voit lors des trailers justement, et il y aura très certainement un émissaire Ifrit, Shiva, Carbuncle. Et donc c'est des sortes de voilà demi-dieux ou de personnages qui en eux ont des primordiaux, et quand ils s'éveillent, ça semble en tout cas donner droit à des sortes de versus fighting entre primordiaux qui ont l'air juste ultra épiques. Enfin, vraiment, ce trailer a cassé le web quand il est sorti. Tout le monde en parlait. Et je le trouve absolument C'est vrai que moi, je suis somptueux. pas un grand fan de Final Fantasy. J'ai beaucoup aimé le 15, clairement. Comme je suis d'accord avec toi, les personnages étaient un peu perfectibles. En revanche, le lore était ouf. Mais vraiment, tout l'univers et tout, plus le film Kingslave qui servait un peu à lancer le jeu avant. Excellent film. J'ai trouvé vraiment fantastique. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire un peu le même principe pour Final Fantasy XVI. Et je t'avoue que quand ils ont annoncé Final Fantasy XVI et que j'ai vu les premières photos, j'étais emballé, mais sans plus. Là, par contre, c'est vrai que là, vraiment, la kiki tout dur. Là, je sens le Mokori. C'est bien un présent, truc. quoi. Ouais, c'est vraiment. Non, c'est vraiment magnifique. Le design, c'est tout ce que je kiffe et tout. Comme tu dis, un côté dark fantasy pas dégueulasse, avec des relents un peu de Dark Souls à certains moments, quand je regarde les architectures et tout. Et ce qui me faisait peur, c'était le gameplay. Et là, ils ont l'air d'avoir fait un gameplay un peu différent de FF15 ou FF7 Remake, en fait. Et pour le coup, c'est super ambitieux. Et j'ai l'impression que là, Final Fantasy retrouve ses lettres de noblesse. Donc ouais, j'ai vraiment hâte aussi. Et pareil, c'est un jeu qui peut me faire craquer Day One, ça c'est sûr. Ouais, ça me fait exactement le même ressenti que toi. Les lettres de noblesse de Final Fantasy reviennent en or massif, et on sait au moins Square Enix ce qu'ils ont fait de tout leur argent, des portages, des remakes Oui, c'est clair. plus ou moins corrects, de toute leur version mobile FF où tu payes 15 € ton FF1 sur iPhone. Enfin bref, on sait où cet argent a été investi, et il a été investi vraisemblablement dans ce FF16 qui s'annonce, en tout cas je l'espère, de très 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 grande qualité, et ça fait vraiment plaisir. Bon, on a fini les news. Écoute, t'as vu, hein, mon cher Kira, là, on a envoyé, c'était beaucoup de news. On espère que vous avez apprécié, parce que c'était dense sur certains sujets, mais l'actualité s'est retrouvée assez dense, donc c'était vraiment un plaisir d'animer ça avec vous. Et Kira, je crois que tu veux nous parler d'une sortie très 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 attendue, d'un jeu qui fait beaucoup parler de lui, Gotham Knight. Pourquoi j'ai un peu précipité la sortie du test? Tout simplement parce que le jeu se prend pas mal de sauts de merde sur Twitter, entre autres, à cause de la fameuse polémique du 30 FPS, en fait. Qui au final n'est pas... Enfin, c'est un sujet, certes, mais ça serait occulter beaucoup de choses par rapport à ça. Bon, déjà, je vais faire un petit récap. Donc, Gotham Knight, c'est un jeu d'action RPG développé par Warner Bros. Games, Montréal, et édité par Warner Bros. Interactive. Donc, c'est le studio qui est responsable de Arkham Origins, qui est pour moi peut-être le jeu que je préfère de la pentalogie des Arkham. Le jeu est sorti donc le 21 octobre 2022, ce que je disais tout à l'heure. PC, PS5, Xbox Series. À la base, il devait y avoir une sortie prévue sur PS4 et Xbox One, mais ça a été annulé justement pour ne pas impacter le jeu sur la next-gen. Donc je pense que pour moi c'est un écran de fumée, ils ont bien annulé ces versions-là, mais au final, quand je vois le jeu à l'heure actuelle, je pense qu'il aurait pu tourner aisément sur les anciennes consoles. Avec des limitations techniques, c'est clair, mais bon, après, ils ont voulu éviter l'effet cyberpunk, c'est honorable, mais je pense que c'est pas la seule raison. Bon, je vais pas faire de synopsis parce que ça serait spoilé, donc je vais juste rester cantonné au minimum syndical. Batman est mort. Le jeu présente Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood comme les nouveaux chevaliers de Gotham, en fait. Les antagonistes, ça va être la cour des hiboux, Mr. Freeze, Harley Quinn, le pingouin, entre autres, et il y a quelques surprises qui vont bien sûr s'implémenter tout au cours du jeu. C'est pas la suite des jeux Arkham, ça c'est important, et surtout, le studio a fait une scission un peu vénère pour se démarquer en fait, car beaucoup de choses ont changé. Je veux dire, même si on essaye d'étirer dans tous les sens au forceps ou quoi que ce soit, on peut pas le raccorder à la mythologie Arkham, ils sont vraiment partis dans un autre délire, ils sont partis dans une autre direction.
Voilà. C'est un peu moi ce que je craignais au départ à la sortie du jeu. Donc en fait, j'ai chauffé le froid et le chaud. C'est-à-dire la première vidéo de gameplay m'a pas plu sur Gotham Knight et du coup je l'attendais pas et j'étais un peu en mode un jeu Batman sans Batman, ça fait un peu chier. Mais ce serait passé à côté de tout le lore de l'univers de Gotham en fait, qui est pour le coup bien présent et qui arrive à rendre le jeu aussi intéressant, même sans Batman en fait. Après, bien sûr, il faut apprécier les personnages qu'on joue. Ça reste des personnages secondaires et des sidekicks au départ. Mais c'est bien, c'est qu'au final, ça permet de questionner sur la légitimité d'être un héros, de suivre les traces de Batman et surtout de reprendre en main une ville, en fait. Donc si on s'attache aux personnages qu'on incarne, on peut tous les incarner, hein, on peut changer à la volée dans le hub central qui est le beffroi en fait. On va dedans, on va devant le costume par exemple de Nightwing et on peut jouer avec Nightwing en fait. À tout moment, on peut À ça chaque a fois pas qu'on revient en d'incidence, beffroi en d'accord. fait, c'est ça. Ok. En gros, le jeu est découpé en nuits, c'est-à-dire on va au beffroi, c'est la nuit, donc on sort du beffroi, en fait, on va faire nos missions, donc il y a des missions aléatoires, des missions scénarisées, enfin il y a pas mal de petites choses. On va accumuler de l'expérience lors de cette nuit-là. Et quand on revient au beffroi, la nuit se termine, on arrive en journée, et là on peut dépenser notre expérience dans un arbre de compétences. Ah ok. Bon, ça c'est assez séduisant. Ça Donc tu vois, ça me branche. ça, c'est assez séduisant, et pour le coup, ça change considérablement de la saga Arkham qui, elle, misait tout sur l'évolution de gadgets. Là, c'est pas le cas, on va vraiment miser sur l'évolution de notre personnage. Donc il y a un arbre de compétences divisé en 4, et chaque branche va nous permettre de débloquer soit des pouvoirs spéciaux, soit de l'amélioration d'équipement, soit de l'amélioration du personnage, par exemple des coups de combo en plus, des choses comme ça. Donc pour le coup, c'est plutôt pertinent, mais il y a un revers de la médaille, j'en parlerai un petit peu plus loin. D'accord. Du coup, il y a un nouveau chara-design sur tous les personnages. Ils ont tous été intégralement refaits, pour le meilleur et pour le pire. Certains sont très cool. Je vois Batgirl, bon, j'ai fait toute ma partie avec Batgirl pour le coup, est vraiment très très cool. On retrouve du Alfred, Nightwing, même le nouveau Mr. Freeze, qui est un espèce d'exosquelette un peu robotique, j'ai trouvé vraiment très très classe. À côté de ça, je trouve que Red Hood est dégueulasse. Quand je le vois, il est trop stock, il avance un petit peu on a l'impression qu'il a de l'arthrite. C'est un des persos qui m'intéressait le plus et au final, c'est celui que j'ai le moins apprécié à jouer en fait. Chaque perso, pour le coup, ce n'est pas un skin. Ils ont chacun leur style de jeu différent. On va retrouver Batgirl qui, elle, est vraiment plus corps à corps et qui va utiliser du piratage d'objets, en fait. Donc on peut pirater des caméras de surveillance, on peut pirater des armes ennemies, on peut pirater des pièges qu'on va retrouver dans certains niveaux. Donc c'est intéressant. Par exemple, on peut avoir un niveau à la comment ça s'appelle, Mission Impossible, où le sol en fait est tactile. Si on touche le sol avec une certaine pression, ça peut activer les alarmes ou les choses comme ça. Quand on commence à avancer dans le jeu, on peut les pirater à distance, ce qui va permettre de déclencher l'alarme pour attirer les ennemis à un endroit, par exemple. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. On va avoir Nightwing qui a un gameplay qui est beaucoup plus acrobatique, qui m'a beaucoup fait penser au Spider-Man d'Insomniac Games. Okay. Alors, on va quand même, sachons raison garder, c'est pas aussi bien dans le gameplay que les Spider-Man qui sont quand même un must-have de l'esquive et de fluidité. Ça, c'est indéniable. Après, ça s'en rapproche beaucoup et je pense que pour quelqu'un qui a beaucoup aimé Spider-Man, il peut beaucoup s'amuser avec Nightwing. Red Hood, lui, c'est plus du combat à mi-distance en fait. Alors, il a une carrure de bourrin comme un gros tank, mais en fait, il est qu'à mi-distance avec des flingues et si on est trop près, on peut vite se faire rouster en fait. Donc, ce qui est un peu frustrant pour le coup. Et derrière, on a Robin qui lui se rapproche plus du gameplay de Batman, donc avec beaucoup de parades, du corps à corps, des gadgets énormément. Et pour le coup, chaque personnage est complémentaire. On peut faire tout le jeu avec un seul personnage, ça c'est possible. Sauf que vraiment, les angles d'approche seront totalement différents. Il y a un peu de rejouabilité alors. Du coup, il y a de la rejouabilité parce qu'en plus, les cinématiques changent en fonction du personnage. Donc, grosso merdo, les cinématiques sont les mêmes, mais le point de vue est différent. Par exemple, on va retrouver Tim Drake, le dernier Robin, qui est plus affecté par la mort de Bruce parce qu'il travaillait avec lui en direct et c'est le plus jeune. Et bah du coup, son arc à lui sera un peu plus dramatique et mélodramatique en fait sur cette fameuse légitimité. À côté, moi j'ai fait donc l'intégralité du jeu avec Barbara,
qui elle a perdu en plus son père il y a pas longtemps, et donc elle a un double héritage à porter. Donc l'héritage de son père qui était commissaire de police, qui est vu comme une légende à Gotham avec une statue érigée en son nom, une statue en plus qui a une pose mais digne d'un film d'action tout pété des années 80 que moi je trouve vraiment stylé, tu vois, pour redonner espoir aux gens. Et en plus l'héritage de Batman, donc elle a un double héritage à porter, et pour le coup ça donne encore du nuance à son personnage. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Au rang des plus également, Gotham. Gotham est immense. Il est immense, avec une esthétique art déco très proche des Burton. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs quartiers reliés par des ponts, en fait. Donc on peut se servir de la Batmoto pour y aller. Batmoto que j'ai d'ailleurs apprécié conduire. Beaucoup de gens disent que c'est une savonnette. Moi, je trouve pas. Je la trouve même plus agréable à conduire que la Batmobile de Arkham Knight. Donc c'est plutôt stylé, et encore une fois on peut utiliser la moto, on peut s'éjecter, utiliser le grappin qui nous permet de planer ensuite avec la cave. Enfin, on peut vraiment faire des petits combos, c'est plutôt intéressant. Et chaque région de Gotham en fait a son propre style. Donc on va retrouver le vieux Gotham avec un style très gothique, très sombre, malfamé, avec beaucoup plus de personnes qui se baladent en ville. Et à côté on va avoir le coin de Gotham le plus huppé, avec des gratte-ciel, des buildings. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup de très différents. Donc, les phases d'enquête sont très cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On se retrouve sur un espèce de plan fixe, en fait, comme à la recherche d'un objet caché, en fait. Et on doit chercher des indices sur ce plan, en fait. Et là, on doit les relier via un système, comme un système de tableau avec des petites fils de laine, en fait, qui permet justement de débloquer l'énigme, qui nous permet d'avancer dans son enquête. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. L'histoire est vraiment bien, ça adapte librement, vraiment très librement, la cour des hiboux. En fait, ça reprend le contexte, mais du coup, vu que c'est un autre univers, ils ont fait quelque chose de différent et ça m'a beaucoup plu. Le jeu est intégralement jouable en coop à 2. Alors ils avaient promis au départ de la coop à 4, mais je pense que ça aurait été un peu le Bronx sur Ouais, j'imagine. Ouais, c'est lors, clair. lors, lors du jeu. J'ai fait quelques sessions coop avec des inconnus, c'est-à-dire j'ai commencé tout seul, j'ai ouvert les serveurs, et puis il y a des personnes qui me rejoignaient dans la partie. Et bah ça marche bien, ça marche vraiment bien. Il y a moyen de faire des combos de coups avec les personnages, un petit peu comme le dernier Marvel's Avengers. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est stylé. La customisation de personnages, chaque personnage a 13 costumes. Enfin, hors DLC, il y a 13 costumes. Oh, c'est Et pas mal chaque quand même. costume, ils ont 3 variantes différentes. C'est-à-dire, on peut choisir 3 types de masques, 3 types de gants, 3 types de bottes et 3 types de logos. Et à cela, on débloque des couleurs différentes pour faire des styles différents, en fait. Donc on peut vraiment avoir un costume dégueulasse si on a envie, ça c'est totalement possible, parce qu'il y en a qui sont vraiment hideux, mais on peut avoir vraiment des costumes très très cool, et j'ai fait pas mal de screens que j'ai publiés sur la page d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Hmm. Et j'ai trouvé les personnages pour le coup attachants. C'est quelque chose qui m'a assez marqué, parce que je m'y attendais pas. Il y a un côté vraiment encore une fois vraiment dramatique, et bon, des fois il y a certaines cinématiques qui m'ont fait un peu sourire, qui sont un peu too much. Le truc con, mais par exemple Red Hood est en rouge, Batgirl est en violet, Nightwing est en bleu et Robin est en vert et rouge. Du coup leurs costumes civils ont toutes ces couleurs là. C'est les Power Rangers, les mecs. Donc j'ai trouvé ça un peu too much. Ouais, les gars, vous êtes un petit peu chaud là-dessus. Enfin, déjà, avec la carrure de certains, il est grillé à 50 mètres. Si en plus il a la même couleur quand il se balade en civil, enfin, clairement, ça passe. Au rang de mes déceptions, alors, moi, j'ai pas trop apprécié le côté light RPG avec l'arbre de compétences, en fait. Sur le papier, c'est bien, mais en jeu, c'est pas ouf, en fait. Je trouve que le jeu, c'est un peu Assassin's Creedisé, en fait, comme les 3 derniers. Euh, Parce qu'on se retrouve face à des ennemis des fois qui vont avoir un niveau supérieur à nous, et des fois un niveau, mais c'est vénère Ah oui, comment ils d'accord. sont beaucoup plus forts, et du coup on se retrouve avec un effet un peu sac à PV. Alors je l'ai pas rencontré beaucoup de fois, je l'ai rencontré 2-3 fois max, parce que moi j'aime bien me balader, faire des quêtes secondaires, grinder. Comme c'est une enquête, il n'y a pas le côté urgent, donc j'ai pu me permettre de monter en niveau très rapidement. Après, quelqu'un qui a envie de faire que la quête principale, ça risque vraiment de le saouler un petit peu, je pense. Ok, ouais, souci d'équilibrage un peu, quoi. Ouais, bah, surtout dans les premières heures de jeu, en fait. Quand tu commences à jouer, au début, ton perso, il sait rien faire, en fait. Et des fois, tu te dis, putain, mais c'est c'est nul, pourquoi il fait ça? Je comprends pas. Les combats, les 2-3 premières heures, c'est très répétitif. On matraque le bouton X comme un bourrin, ou le bouton carré sur PlayStation. Il n'y a pas vraiment de parade à la Arkham, en fait, où on peut se protéger. C'est essentiellement de l'esquive, un peu comme un Spider-Man. Et du coup, au début, c'est un petit peu problématique. En revanche, dès qu'on commence à évoluer son personnage et à mettre des points de compétence dans son arbre,
tout de suite on a cette sensation de monter en compétence, d'être beaucoup plus fort, et au final ça marche. Donc je me demande si c'est pas volontaire de la part du studio d'avoir fait ça, pour le coup. La répartition des touches sur la manette, qui pour moi est un non-sens et pas forcément ergonomique, parce qu'encore une fois, ils ont voulu se démarquer des Arkham, mais sauf que le gameplay d'Arkham est vraiment aux petits oignons en fait. On appuyait sur Y pour pouvoir se protéger, on appuyait sur B pour pouvoir esquiver ou donner un coup de cap pour pouvoir étourdir les ennemis. On appuyait sur X pour pouvoir frapper et A pour sauter. Là, ils ont totalement changé. Par exemple, quand tu vas appuyer sur Y, en fait, au lieu de te protéger, en fait, il utilise un gadget. Donc les premières fois, je me suis pris des tatanes parce que je lançais un batarang comme un blaireau alors que je voulais juste me protéger. Et en fait, il faut vraiment, en tout cas avec Bad Girl, il faut vraiment manier l'esquive parce qu'elle encaisse moins que les autres. Il faut vraiment manier l'esquive de façon très très pointilleuse pour pouvoir s'en sortir. Et une fois qu'on commence à assimiler les touches, on arrive vraiment à faire des trucs très très cool. Autre truc qui m'a gêné aussi, c'est con, mais dans Batman Arkham, on court sur un toit, on appuie sur A, il saute, on reste appuyé sur A, il déploie sa cape et il plane. Là, non. On est obligé de courir avec le stick de droite, en appuyant sur le stick de droite. On appuie sur A pour sauter, en fait. Et ensuite, on appuie sur la gâchette de droite pour pouvoir ouvrir sa cape, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est pas très très naturel. Et des fois, on saute dans le vide et on déploie la cape trop tard, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Ah ouais, c'est frustrant. C'est un peu frustrant, mais par contre, une fois qu'on a débloqué le bon grappin, et là, on peut sauter, s'agripper, on appuie sur A qu'une seule fois, en fait. Et là, ça va donner une espèce impulsion, peut-être. Voilà, d'impulsion au personnage. Il va faire comme un bond, en fait, une fois qu'il va arriver sur sa corniche, et là, on peut déployer la cape, ce qui permet de planer sur des longues distances. Et encore une fois, je pense que c'est fait exprès pour donner cette sensation de monter en puissance, mais ça, voilà, il faut être un peu plus exigeant sur les premières heures. Quelqu'un qui va jouer un quart d'heure et qui va pas laisser la chance au jeu, par exemple, va passer à côté de quelque chose. Le 30 FPS, bon, je vais pas en parler, mais moi, ça m'a pas gêné plus que ça, parce que moi, personnellement, le 30 FPS, je me suis habitué, donc c'est pas un souci à en parler, mais ça peut bloquer des gens, surtout dans les scènes de combat, quand on voit un Spider-Man qui est archi fluide. Là, forcément, on a un peu l'impression que le personnage a un peu un gros cul, pourtant, c'est pas le cas. Mais bon, voilà, quoi. Autre truc, et c'est là-dessus que je voulais en venir tout à l'heure, ils ont mis un filtre granuleux dégueulasse sur l'écran pour donner un côté un petit peu film à l'ancienne, tu vois. Je pense pour rappeler un peu le dernier film The Batman. Ouais, je trouve ça très moche en fait, parce que quand tu joues, t'as l'impression que ton écran il scintille de partout en fait. Donc au début, je pensais que c'était moi, j'ai refait les réglages de la télé et tout. Putain, c'est vraiment dégueulasse, j'ai été voir pour le désactiver, c'est pas possible. Et en fait, ça se désactive pas, ok. Voilà, c'est eux qui ont fait ça, et autant en intérieur, c'est très classe, parce qu'on a un côté un peu poisseux et tout, ou même quand on est dans un endroit beaucoup plus bourge, on a ce côté un peu plus scintillant, donc c'est cool. Par contre, quand t'es dans le monde ouvert, ouais, c'est pas ouf, quoi. La caméra dans les endroits étriqués est un peu casse-couille aussi. Il y a des moments où on se retrouve avec la caméra qui part dans tous les sens. Il n'y a pas de log des ennemis. Ça en soi, moi, ça me gêne pas parce que j'ai plutôt l'habitude. Mais on se retrouve avec des ennemis qui sont très très gros et très massifs à certains moments. Et quand ils sont 4, c'est vrai que ça peut être un petit peu galère. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est arrivé 2-3 fois. Et aussi pour finir, les missions aléatoires du jeu qui se répètent. Ça c'est souvent un souci, ouais. Un petit peu chiant. Le jeu souffre de tous les problèmes des open world actuels. C'est-à-dire, il y a des collectibles à récupérer partout. Il y a des tags à prendre en photo limite partout. Il y a les plaques des monuments de Gotham à aller retrouver, tu vois. Il y a des drones à aller buter. Enfin, vraiment, ils ont rempli le jeu ras la gueule de petites saloperies facultatives, je suis d'accord. C'est du remplissage. Voilà, c'est du remplissage. Aïe. Et après, il y a quelques missions qui apparaissent de façon régulière chaque nuit, donc un braquage de banque, je sais pas moi, une attaque de convoi blindé, une prise d'otage, des trucs comme ça. Les premières nuits, c'est cool, parce qu'on voit des trucs différents. Là où c'est un peu chiant, c'est quand tu fais 2 nuits de suite et que t'as 2 fois la même banque qui est prise en otage. Ah oui, en termes d'immersion, c'est moyen. Voilà, en termes d'immersion, tu fais, les gars, je suis venu hier soir, j'aurais pu dormir ici. C'est clair. Et donc les missions aléatoires, si on en fait trop, on est vite fait pété de chez pété. Bon, en effet, tu l'as bien poncé, tu l'as bien poncé le jeu, ça se sent. Ah ouais, non, j'ai fait 2 nuits blanches et une après-midi complète, donc je me suis un peu lâché.
Moi, vraiment, le seul truc qui m'attire dans ce jeu-là, c'est le mode coop, hein. Il n'y aurait pas ce mode coop, je ne le ferai certainement pas. Le 30 FPS, moi, c'est vrai que c'est chaud quand même, hein. Moi, j'ai plus l'habitude de 30 FPS. Je mets toujours 60 dès que je peux parce que c'est un certain confort. Et quand t'es habitué à revenir en arrière. Mais bon, c'est en soi une fausse polémique, hein. Ça enlèvera rien, j'imagine, aux qualités du jeu. Et il faut surtout pas, en tout cas, boycotter un jeu pour ça, ce serait vraiment Après, dommage. le jeu est pas moche. Le monde ouvert, alors j'ai lu sur plein de sites internet, ouais, le monde ouvert est vide, le monde ouvert est vide. Je trouve pas. Il y a des gens qui se baladent, qui font leur petite routine. Quand on arrive, il y a des gens qui font, ah, il y a Bad Girl, il y a encore des super dans cette ville et tout. Enfin, il y a un côté un peu vivant. Après, comme ça se passe que de nuit à Gotham, c'est normal qu'il n'y ait pas autant de monde qu'à New York en pleine journée dans Spider-Man, quoi. Que pareil, j'ai une théorie sur un truc, c'est que dans le jeu, on retrouve des caisses de loot. Pas partout, mais on en retrouve. Dans ces caisses, on va retrouver des consommables qui vont nous permettre d'améliorer notre matériel. Mais c'est bizarre, la manière dont sont dispatchées ces caisses, à se demander si au départ c'était pas un jeu à service en fait. Je me demande s'ils n'avaient pas eu envie de faire comme le Marvel Avenger, et vu la tôle que s'est pris Marvel Avengers, ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule, et que du coup on ressent un peu les stigmates de ce style-là. Changement de braquet, ouais. Donc pour finir, c'est pas un mauvais jeu, loin de là. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est clair. Si vous le trouvez à 40 balles, clairement vous pouvez foncer. Si vous le prenez plein pot à 75 €, c'est peut-être un peu cher. Moi, je le recommande en tout cas. Bon bah écoute, merci beaucoup, hein. Ce test est très complet, je le trouve vraiment intéressant et au moins les gens sauront à quoi s'en tenir. Et puis t'as réussi à pas spoiler, ce qui a pas dû être Oh, évident à c'est mon chaud. sens. Et bah, moi je vais me lancer aussi dans un exercice pas facile parce que je vais parler de A Way Out, qui est un jeu aussi narratif, qui est un jeu évidemment, si je commence à spoiler, bah, on casse tout. Euh, donc A Way Out, qu'est-ce que c'est? Donc édité par Eidos, développé par Azulite Studio. Aux commandes, on retrouve le fameux Joseph Fares. Donc, en fait, je me suis rendu compte en préparant que j'ai fait tous ces jeux et que je les ai tous aimés. Donc, le tout premier que j'avais fait, c'était Brother A Tale of Two Sons, qui était un petit jeu plutôt indé. Là, ça faisait voilà petit jeu où on joue deux frères et il y a ce côté justement coopératif à deux où il faut résoudre des énigmes ensemble. Et aussi plus récemment, il a fait It Take Two, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur jeu de coopération que j'ai fait dans ce style-là à deux. Et donc, qu'est-ce que c'est A Way Out? Donc, comme je l'ai dit, ça est multijoueur, strictement en coop à deux. Ça ne se joue pas du tout en solo. Donc déjà, en soi, c'est un parti pris que je trouve extrêmement intéressant. Ça se joue en local ou à distance. Et c'est un TPS aventure, donc on voit son personnage de dos. Et en termes d'histoire, donc on va jouer deux comparses. Chaque joueur choisit quel personnage il souhaite incarner. Donc on a Léo Caruso et Vincent Moretti de l'autre côté. Et en fait, le début du jeu se passe dans une prison où on joue chacun des deux personnages, Vincent étant déjà en prison et Léo intègre cette prison. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux plus trop donner les informations, mais en gros, le destin fait que ces deux protagonistes vont avoir un but en commun, basé sur le thème plutôt de la vengeance. Ça, je peux le dire sans trop casser, c'est dans les 10 premières minutes du jeu. Et ils vont décider du coup de s'évader de la prison. Et on va suivre au fur et à mesure du jeu leur cavale et la poursuite de leur quête en commun. Donc voilà, je pense que j'en ai pas trop dit. J'espère assez pour vous donner envie parce que moi j'ai tout de suite accroché à l'histoire et du coup je vais vous dire ce que j'ai aimé du jeu. Donc en premier lieu c'est je trouve l'écriture des personnages. Donc Léo a sa propre personnalité qui fait un peu bon gars, sympa, qui se retrouve en prison mais on a de l'empathie pour lui. C'est vraiment... c'est vraiment un personnage très très attachant. Il est un petit peu en froid avec sa femme, etc. Enfin, il a les soucis de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est un En fait, personnage fort, ouais. voilà, c'est en fait le Monsieur et Madame Tout le Monde qui se retrouvent en prison pour encore une fois des raisons X ou Y, sur lesquelles on s'attache très vite. Et Vincent est plutôt le côté un peu bad guy, quoi. C'est voilà, le chien fou, le personnage qui va être attachant mais pour un tout autre côté, plutôt voilà, celui du bagarreur un peu sympa, un peu et puis il a des très belles rouflaquettes au passage. Enfin en tout cas, personnage, c'est marrant parce que même les joueurs qui vont se lancer dans cette aventure en coop
vont pouvoir aller choisir des archétypes de personnages différents pour les incarner et être plus proches de la façon dont eux-mêmes ressentent ou ont envie de vivre l'aventure. Donc ça, l'écriture des personnages, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a un jeu purement coopératif, où on suit une histoire, mais ce que j'ai aimé, et je l'ai mis serré dans mes plus en deuxième position, c'est que le jeu est bourré de mini-jeux. En fait, à tout moment, on fait notre aventure, on fait notre cavale, mais on peut s'arrêter pour faire un jeu de fléchettes, on peut pour faire des home runs à la batte, pour faire même de la balançoire, enfin bref, c'est anecdotique, du puissance 4, ou à la fin, il y a une borne d'arcade, etc. En fait, c'est des ajouts qui sont vraiment au service du fun. Certains diront, et je l'ai vu dans des tests de la presse, que ça enlève un peu le côté immersif, parce que c'est vrai que quand t'es en cavale, est-ce que tu vas vraiment t'arrêter dans un hôpital pour jouer à puissance 4? Peut-être pas, mais par contre, je me suis vraiment amusé avec ça. En plus, il y a un système de score, donc tu peux te tirer la bourre avec la personne avec qui tu mènes l'aventure, et voilà, j'ai eu vraiment des gros fous rires là-dessus, parce que l'histoire est très sérieuse. Il y a à mon sens un vrai enjeu, il y a de la tension, et à un moment, tu as envie de décompresser en lançant ton petit mini-jeu, ton jeu de fléchettes, ou voilà, c'est très rigolo. Le jeu est bourré, et les environnements sont bourrés de petites interactions comme ça, qui sont à mon sens bienvenues. Oui, puis ça joue en fait à l'affect qu'ont les deux personnages en fait, parce que du coup c'est con, mais ça sert à créer des liens, soit des liens de compétition ou quoi que ce soit, entre les deux persos quand on joue. C'est-à-dire entre toi, ton avatar qui a son propre point de vue, le deuxième avatar, et en fait ils arrivent à se rejoindre là-dessus justement. Et c'est vrai que c'est plutôt drôle au final quand on joue en coop avec quelqu'un qui est pas du tout dans le même délire initialement, en fait, qui veut la jouer plus sérieux. Ça permet d'ouvrir les deux personnalités des deux persos en fait. Exactement, et on l'a vécu de la même façon, puisque ça rejoint le point que j'allais dire juste après. Comme on a cette variation des actions, comme le jeu nous donne la possibilité de faire plein de choses, c'est très très varié. Et on sent vraiment qu'il y a une relation de complicité qui s'installe entre les personnages. Donc ça, c'est même plus de l'écriture des personnages, c'est plutôt le gameplay qui est au service de la narration. Et ça, c'est ce que j'aime dans ces jeux-là. Et pour moi, on touche vraiment à ce qu'un jeu coopératif doit être. C'est pour ça que je l'ai mis en autre point positif, c'est que c'est le jeu de coopératif par excellence. Peut-être même qu'ils vont encore un tout petit peu plus loin dans It Take Two, mais en tout cas dans A Way Out, le job est vraiment rempli. Et aussi ce que je trouve qui joue vraiment à cette immersion, c'est que ça se joue donc en full coop, à distance ou en local. Donc en local, vous doutez que l'écran est splitté et on voit ce que l'autre fait, mais à distance aussi. Et ça, pour le côté coopératif, il n'y a rien de mieux. Plutôt qu'on ait notre écran figé sur notre personnage et que l'autre joueur joue son aventure de son côté, même si les personnages se croisent, on les voit, c'est très bien. Mais là, à tout moment, on peut voir l'action de l'autre. Et en termes de coordination, en termes d'échange et de dialogue, c'est essentiel. Et c'est en ça que je trouve ça marche très, 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 très bien. En autre point positif, et il y en a encore quelques-uns parce que voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré. La séquence, donc il y a plusieurs séquences. Il y en a une qui se passe, est-ce que je peux le dire? Oui, je pense que je peux le dire, qui se passe dans un hôpital, qui est, de toute façon je l'ai dit tout à l'heure avec le puissance 4, qui est justement dans cet hôpital. Ça m'a marqué. En fait, c'est pour moi la meilleure séquence du jeu, parce que c'est ultra dynamique. Il y a toujours l'écran splitté, mais parfois quand la tension est sur un personnage, hop, l'autre peut plus jouer et il voit l'action de l'autre, et on est accaparé par l'action de l'autre, et hop, d'un coup ça retombe sur ton personnage, et là c'est à toi de jouer. Il y a une petite séquence un peu à la All Boy aussi, enfin hommage au film coréen. Enfin, la séquence de l'hôpital, c'était mon meilleur moment dans l'aventure. Aventure qui, on l'a bouclé en 7 heures, je crois. Donc on a fait 3 sessions dessus, avec un rythme. 7 heures, c'est bien. C'est pas beaucoup, certains diront, mais c'est bien quand le rythme est au rendez-vous. Et il l'est. Et enfin, en dernier point positif, c'est ce modèle économique. En fait, moi, j'ai acheté le jeu, je l'ai acheté à 7 euros parce qu'il était en promo sur le PS Plus. Et j'ai invité un autre joueur dans ma partie qui n'a pas acheté le jeu. Il a juste eu à le télécharger et il a pu jouer directement avec moi. Et bah, c'est un modèle économique que je trouve... Enfin, de toute façon, qui est nécessaire, hein, puisque comme le jeu se joue strictement à deux, bah, ça veut dire que implicitement les deux devraient acheter le jeu, ce serait un scandale. Mais en tout cas, ils sont pas rentrés dans ces histoires-là. Il y a même pas, ils auraient pu, certains développeurs mettre l'autre devrait payer peut-être 1 euro ou 2, même pas. En fait, on achète notre jeu une fois et on invite qui on veut, et qui est la personne de notre choix jouera avec nous. Ce modèle économique est
excellent. Et franchement, je félicite les développeurs pour ce choix, qui à mon sens, encore une fois, a été un peu obligatoire, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec brio. Quant à ce qui m'a déplu, moi il y a deux petites choses quand même qui... en fait j'ai fait la moitié du jeu, à la moitié du jeu je me disais mais en fait ce jeu je le trouve aucun défaut. Vous voyez j'en étais là quand même. Mais à la fin, le rythme est très bon, mais il y a des phases que j'ai beaucoup moins aimées. Il y a certaines séquences que je trouve vraiment en dessous du lot et qui m'ont un peu cassé l'immersion. C'est toutes les phases qui sont un peu plus Uncharted-esque. Quand on joue à Uncharted, on sait qu'on va jouer à un jeu un peu popcorn comme ça. Quand on joue à A Way Out, on joue à un jeu qui est vraiment basé sur l'immersion et sur un peu le côté réaliste quand même. Et qu'on se retrouve à deux, plutôt 2 tiers du jeu, à devoir faire un génocide totalement dans les rangs adverses avec des mitraillettes, etc. Où des vagues d'ennemis s'enchaînent. Où après on prend une moto, une voiture et on se fait canarder, on prend 10 balles dans notre corps et on meurt pas. Moi, ça, c'est des phases qui, en termes d'immersion, je comprends la nécessité d'avoir voulu varier l'intention, varier le gameplay et faire des phases un peu plus action, mais je trouve qu'elles desservent, là pour le coup, l'immersion et le côté réaliste de l'aventure que je vivais. Là, j'étais plus en train de vivre Léo, enfin moi je jouais Léo, j'étais plus dans la peau de Léo, j'étais vraiment dans la peau d'un personnage qui tirait sur d'autres personnages en boucle, et ça m'a un petit peu, moi, vraiment cassé le côté immersion, que j'ai retrouvé à la fin. Mais vous voyez, il y a des petites phases que j'ai un peu moins aimées. Donc en conclusion, je le conseille, je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est un jeu qui est exceptionnel, à 2 c'est génial, enfin je le dis, allez-y sans aucune modération. La presse, le petit point presse, jeuxvideo.com a mis 15/20, Gameblog 8, Jeuxactu 15, et attention, patatras, Gamecult a mis 4/10, et ils reprochent, ils n'ont pas du tout aimé l'écriture. Ils ont trouvé que certaines séquences c'était forcé, qu'on nous arrachait certaines séquences émotions un peu forcées. Ils ont pointé ce que j'ai pointé aussi pour le coup, les gunfights. Vous n'avez pas encore joué à Last of Us 2, c'est pour ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont vraiment sabré. Mais globalement, le Metascore, tu en parlais tout à l'heure de Metacritic, on est à 79/100. Donc vous voyez, vous pouvez y aller les yeux fermés, globalement, tout le monde a apprécié. Et moi j'ai vécu un moment vraiment exceptionnel sur ce jeu de coopération. J'ai vraiment adoré. Je suis en phase avec toi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi. Je crois que c'est mon jeu préféré, moi, pour le coup, du studio et puis de son auteur. Je l'ai fait 3 fois. Et à chaque fois, j'ai passé un pur moment et je l'ai un peu revécu. Comme il est pas long, je l'ai un peu vécu comme un bon film, en fait, que tu te refais en un week-end avec un pote, quoi. Ouais, non, c'est vraiment très très cool, et toutes les scènes du début en prison, le premier tiers du jeu, sont vraiment, c'est vraiment fantastique, quoi. Les gameplays qui se renouvellent sans arrêt et tout, et je suis d'accord avec toi, le côté un peu Uncharted à certains moments, je trouve que c'est un peu dommage parce que ton perso, il est en cavale, mais il fait un génocide, d'où après il pourra retrouver une vie normale. Ouais, c'est pas possible, c'est dommage. Mais sinon, non, c'est très cool. Bon bah écoute, en tout cas, ravi d'avoir présenté ces 2 jeux qu'on vous recommande, hein, 2 très bons jeux. Kira, on fait un petit peu notre auto-promo ou pas? Est-ce qu'on s'autorise encore un petit... Histoire de rappeler un petit peu les choses. Donc n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, La Taverne du Gamer. On publie des choses très très régulières dessus. Vous pouvez voir en plus l'état d'avancement des prochains podcasts ou des choses comme ça. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment cool. Et merci pour vos retours. On a tenté d'améliorer certaines choses, dont la qualité de mon côté du son la semaine dernière, en espérant que ça soit un petit peu mieux cette semaine en tout cas. Mais merci à vous d'être là et de nous suivre pour cette aventure. Ouais, c'est vrai qu'on ressent qu'il y a une petite communauté qui se crée, on nous propose des sujets, on nous propose des tests. Mon test la semaine prochaine va être proposé par un de nos auditeurs, donc je vous en fais, vous verrez ce que c'est, mais en tout cas, je rejoins Kira, merci pour votre soutien qui est de plus en plus régulier. Bah du coup, on va attaquer les sujets hors sujet. Ouais, et alors on n'en a pas trop parlé, j'ai très envie d'avoir ton avis sur Dragon Ball Super Héros, parce que moi je vais absolument pas aller le voir, mais t'es allé au charbon pour nous, et vas-y, dis-nous un peu ce que tu en as pensé. Exactement, donc Dragon Ball Super, si on le fait avec un accent japonais dégueulasse qui pourrait faire frissonner... C'est un accent raciste, monsieur? Oui, c'est un accent raciste. Donc Dragon Ball Super Héros, alors c'est un film adapté de la série du même nom, bien sûr, qui fait suite à Broly. Alors quand je dis ça fait suite à Broly,
Broly, c'est très très proche, hein. Vraiment, on est à quoi? On est à quelques mois après les événements du film Broly, et donc bien sûr bien après ce qui se passe dans le manga. Il est sorti le 11 juin au Japon et aux États-Unis, et chez nous le 5 octobre. Donc alors déjà, voilà, ça fout un peu mal, sachant que la France a beaucoup contribué à populariser Dragon Ball. On a sorti quasiment 4 mois après, et donc le film a largement été piraté, et beaucoup de scènes ont pas mal fuité sur le web avant la sortie du film, et je pense que ça va nuire à son exploitation en salle, du moins en France, ça c'est clair. Comme tu le disais, moi non plus, j'étais pas chaud du tout pour aller le voir, malgré que j'adore Dragon Ball. J'aime aussi beaucoup Dragon Ball Super, mais passer de Dragon Ball Super Broly avec une animation aussi belle à de la CGI dégueulasse, moi clairement, c'était un sacré frein, je te le cache pas. Ouais, pareil, c'est la même chose, c'est la 3D qui me repousse. Voilà, mais au final, bon, je vais déjà dire maintenant mon avis, c'est peut-être le meilleur film Dragon Ball que j'ai vu depuis longtemps. Je parle en termes d'histoire, c'était vraiment, vraiment excellent. Je suis allé le voir 2 fois. Ok. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment excellent, et passer le choc graphique, en fait, c'était vraiment classe. Il y a une grosse vibe Dragon Ball à l'ancienne, en fait, et le fait de se concentrer sur des personnages secondaires, c'est un gros plus, surtout Piccolo. Enfin voir Piccolo briller, ça pour moi c'était fantastique. Il y a un petit peu de Gohan aussi pour les fans de Gohan, mais c'est vraiment une histoire centrée autour de Piccolo, et ça c'est vraiment le gros plus. Là où Dragon Ball Super Broly, c'était du background pendant 30 minutes et après de la bagarre pendant 45, là au final il y a quoi? Il y a 3 scènes de baston qui sont, à part la dernière, mais les autres sont plutôt rapides, mais globalement c'est vraiment une histoire qui est racontée. Okay. Au niveau du synopsis, je vais vous faire court, mais c'est l'armée du ruban rouge, donc l'organisation secrète maléfique mise à bas par Sangoku durant son enfance, a repris du poil de la bête et s'est mise alors à construire de nouveaux humains artificiels. Bien plus puissants que celles, c'est les humains artificiels Gamma 1 et Gamma 2. Ceux-ci portent les convictions des anciens membres de l'armée et cherchent ainsi à se venger de Sangoku. Suite à une altercation, Piccolo remarque que leurs activités ont repris, et ça consiste en la fabrication d'une arme maléfique ultime jusqu'à ce que Pan soit pris en otage, attirant Sangohan dans un piège. Voilà. Donc le pitch est cool. Ça va, oui. Ça, comment dire, ça rappelle vraiment les grandes heures de Dragon Ball. C'est les premiers pas de la licence, du coup, intégralement en CGI. Donc après, bon, il y a un peu de 2D, il y a beaucoup de CGI, et c'est surtout du cel shading. Il y a des moments de dialogue, ça aussi vraiment entre le moche, mais le moche, t'imagines même pas, et les scènes d'action qui sont vraiment fantastiques à voir. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a aucune émotion dans les visages, en fait, pendant les scènes de dialogue. On a vraiment l'impression de regarder un jeu vidéo, et ça, c'est vraiment dommage. Surtout que des fois, c'est ponctué par des flashbacks en 2D sur des vieux épisodes, mais qui ont été redessinés pour l'occasion, où là, c'est juste magnifique, quoi. Donc c'est d'autant plus frustrant, c'est que tu commences le film, tu as les 5 premières minutes qui te rappellent le ruban rouge, l'échec du ruban rouge, Cell et tout, où là c'est trop beau, tu fais ah! Et après tu as la première scène en image de synthèse, et là tu fais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc ça demande quand même un sacré temps d'adaptation. Les combats, donc l'animation des combats, ça regorge d'ingéniosité, en fait. Les attaques de Ki ont un effet que j'ai jamais vu avant. Sur le combat final, il y a énormément de personnages qui interagissent en même temps, et du coup, il y a plein d'astuces de mise en scène, des travelling compensés, des zooms, des dézooms, ça part entre les jambes du personnage pour arriver derrière la tête d'un autre et tout. Là-dessus, c'est vraiment très très classe, et je pense que s'ils avaient plutôt mixé de la 2D avec ça, on aurait eu le plus beau film Dragon Ball, en fait. D'accord, carrément. Il y a une vraie motivation pour les antagonistes, donc ça c'est cool. On se retrouve avec le retour de l'armée du ruban rouge, et encore une histoire de transmission paternelle et tout qui est intéressant sur 2 personnages en particulier. Je vais pas dire quels sont les personnages pour pas spoiler, mais c'est super bien amené pour le coup. Et on retrouve bien la patte Toriyama, c'est avec des personnages tout ronds, tout joufflus, avec certaines motivations, certaines obsessions que Toriyama avait à l'époque. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ça développe le lore Dragon Ball, donc il y a un peu de fanservice, enfin du moins au début, hein. Il y a un petit peu de fanservice, mais le fanservice est fait sur des photos, sur des musiques à certains moments, sur des petites scénettes, on va dire, et c'est très cool pour le fan, mais surtout ça permet vraiment de développer la mythologie, donc ça c'est cool. J'ai beaucoup aimé la VF, Philippe Ariotti en VF qui joue Piccolo, qu'on
qu'on entend surtout en Freezer depuis quelques temps, parce qu'on voit plus Freezer que Piccolo, et bah on sent qu'il s'éclate, il en fait des caisses et tout, et c'est trop bien. Quand il parle, les scènes de bagarre ou quoi que ce soit, on retrouve vraiment le Piccolo qu'on a aimé. D'accord. J'ai pas aimé les 10 dernières minutes. Les 10 dernières minutes du film, c'est du fan service dégueulasse pour vendre de la figurine, je pense. Il y a des nouvelles transformations, il y en a une qui est très cool et qui est bien amenée, il y en a une deuxième qui arrive à l'arrache, qui est inutile et qui est franchement moche pour le coup. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et hormis ces 10 dernières minutes, en fait, disons que les 10 dernières minutes obligatoires pour le cahier des charges, et ben ça reste un putain de bon animé Dragon Ball, quoi. Oh là Donc, là, je m'y attendais pas du tout. et bah moi non plus. Alors d'un côté, ça me fait chier que le film marche parce que j'ai pas envie qu'il me refasse un truc en cel shading dégueulasse. Mais d'un côté, je suis content parce que ça montre qu'on peut très bien faire du Dragon Ball sans Sangoku et Vegeta en fait. Goku, Vegeta, on va les voir 5 minutes à tout péter dans le film. Ils ont trouvé une astuce pour pas les faire intervenir sur Terre, donc c'est marrant, quoi. C'est du Dragon Ball. Mais à côté, tout ce qui se passe sur Terre, bah c'est super intéressant, quoi. Donc voilà, je suis hyper content de ce que j'ai vu, mais c'est moche. Ah, le mot de la fin, j'adore. Ouais. C'est bien, mais c'est moche. Eh ben écoute, je vais enchaîner sur de l'animation japonaise aussi. S'il y a bien deux. En plus, on va parler de Toriyama encore. Et moi, c'est bien et c'est beau, tu vois, donc Ouais. c'est pas mal aussi. Donc c'est Dragon Quest Your Story. Donc initialement, donc ça c'est intéressant. Enfin d'abord, c'est réalisé par Takashi Yamazaki, je crois de mémoire, qui a fait des films Doraemon qui sont des institutions, qui a fait Lupin 3 là récemment, et il est assisté par deux autres personnes, dont une seule que je connais qui est Makoto Hanafusa, qui a fait les cinématiques d'Onimusha 3 avec Jean Reno et qui a fait les cinématiques de Resident Evil 0. Et le studio qui est derrière ce film d'animation du coup Dragon Quest, c'est Robot Entertainment qui normalement font des pubs et des effets spéciaux. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez assez atypique. Donc le film est sorti en 2019 au Japon, 2020 en France. Il est disponible sur Netflix. Et beaucoup ne le savent pas, mais c'est basé sur le jeu vidéo Dragon Quest V, La fiancée céleste, qui est sorti en 92 sur Super Nintendo, où tous les artworks et tout le design des personnages du jeu a été fait par Akira Toriyama. Donc tu vois, on reste dans une espèce de thème quand même avec Dragon Ball. Et le jeu n'est jamais sorti en France. Il y a eu un excellent remake sur PS2 qui est exceptionnel, mais pareil, jamais sorti en France. Il est sorti en 2004 au Japon. Et vous le retrouvez sur DS, là disponible en France en 2008. Et ce jeu avait marqué la franchise parce que c'était la première fois où on pouvait recruter des monstres dans les jeux Dragon Quest, et ça on sait que c'est devenu un peu c'est devenu un aspect typique des Dragon Quest. C'est vrai que et maintenant, c'est cool. C'est un peu incontournable. Et c'est dans ce premier jeu donc que ça a été fait, Dragon Quest V, et c'est un scénario qui est très très ambitieux parce qu'il se passe sur plusieurs générations. Donc ça c'est pas du spoil, c'est vraiment le concept du film et du jeu, enfin plutôt du jeu et par extension du film. Donc ce Dragon Quest Your Story, mine de rien, en fait, est une adaptation ultra ambitieuse du Dragon Quest peut-être le plus fondateur des jeux vidéo. Donc c'est vraiment... déjà, ça, c'est beaucoup de gens ne le savent pas. Et à la base, ce Dragon Quest V, c'est une trilogie, il y a le 4, le 5 et le 6 qui se suivent, mais ils ont pris le meilleur des trois, et il n'y a pas besoin d'avoir fait les jeux pour regarder le film. Donc vous voyez, déjà, à partir de ce moment-là, je ne parlerai quasiment plus du jeu vidéo. Et donc l'histoire, on suit le jeune Lucas, donc on le suit dès sa naissance, où l'introduction du film, c'est assez rigolo parce qu'ils ont repris les images du jeu sur Super NES. Donc la première minute du film, c'est le jeu Super NES où on suit la naissance de Lucas. Malheureusement, la mort de sa maman quand il naît, c'est au détriment de la vie de sa maman. Et il est le fils du roi de Petros, le roi du royaume de Gotha. Donc c'est une lignée royale que l'on suit, et on va suivre un petit peu les péripéties de Lucas, enfant, accompagné de Petros, son père, et ils sont d'une lignée de guerriers, donc les Zéniciens, des guerriers très connus et très puissants. Donc Petros, le père, et Lucas, son fils, il doit avoir une dizaine d'années, et ils commencent à faire des quêtes ensemble pour que son fils devienne de plus en plus puissant. Et un jour, au service du roi Jean, le roi leur demande
veiller sur son fils Harry, qui est le prince, mais il se fait capturer. Il y a le grand méchant du film qui est Erebos le fou, qui malheureusement tue Petros, donc le père meurt, pardon. Et à ce moment-là, avant de mourir, le père dit, il dit adieu à son fils et lui dit ta maman est encore en vie. Et il meurt à ce moment-là. Et c'est là vraiment que toute l'intrigue se lance. Donc je ne révélerai plus rien sur le scénario. On va juste suivre Lucas, du coup, à la recherche de sa maman, à la recherche de l'épée zénitienne, qui est l'épée la plus puissante du royaume. Et il va aussi aller à la recherche du héros zénitien qui pourra porter et brandir cette épée. Donc voilà pour un petit peu le pitch, sachant que je l'ai dit, c'est très ambitieux parce que ça se passe sur plusieurs générations. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup séduit dans ce film. Donc les points positifs, c'est très fidèle au jeu. La 3D est magnifique. Donc là, par contre, tu vois, tu passes de Dragon Ball Super où la 3D était pas terrible. Là, c'est complètement somptueux. Les effets sont magnifiques, les personnages sont expressifs. Bref, c'est très joli à regarder. Les personnages sont attachants et puis comme on les suit sur plusieurs sur une timeline assez longue, on voit évoluer les personnages. Donc il y a un côté très RPG, on voit évoluer son personnage et ça ils ont réussi à le retranscrire par voir grandir Lucas du coup. Donc c'est vraiment super chouette. Et aussi, c'est un film qui est assez familial, donc on peut le regarder avec des enfants, enfin c'est très tout public, et le rythme est très soutenu. Donc il se passe plein de choses, on s'ennuie jamais. Et certains, donc là je viens sur les points un peu moins positifs, certains diront que c'est un défaut parce qu'il y a des raccourcis scénaristiques qui sont faits, il y a des bonds un petit peu dans les événements, donc ça, ok, je comprends, mais en même temps, c'est un film d'1h45 où on suit plusieurs personnages sur une longue période, donc c'est le côté vraiment très sympa du scénario, donc le deal est normal, ok, on suit ces personnages, on les voit grandir, mais il faut accepter le fait qu'il y a des petits raccourcis scénaristiques et des bonds dans les événements. Enfin, ça, je pense que c'est des points... C'est vrai que c'est un peu marquant, des fois, on voit que ça passe un peu du coq à l'âne, mais il faut savoir l'accepter pour avoir une aventure vraiment sympa et attractive pour tous. Et il y a la fin qui divise. Sur la toute fin, le scénariste s'est écarté du jeu pour quelque chose d'assez ambitieux, et rien que pour ça, c'est un argument. Il faut voir ce film pour cette fin qui titille un peu la corde nostalgique des joueurs. Enfin, le film nous parle à nous directement. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré la fin. Certains ne l'ont pas aimé, mais dites-vous, c'est les 5 dernières minutes du film, et que ce serait dommage de passer à côté de ce film qui a été une très très grande surprise pour moi. J'ai adoré, et je vais refaire du coup l'épisode sur DS, et je re-regarderai le film, et franchement je le conseille à tous, c'est génial. Je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup aimé. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup apprécié la fin. Je trouvais que c'était couillu et qu'ils avaient fait quelque chose d'original. Et moi, ça m'a très beaucoup original. plu. Sur le coup, au début, j'étais, comme beaucoup, j'étais surpris. Je fais what? Et en fait, je me dis, non, putain, c'est une super bonne idée en fait. C'est ce qu'il fallait faire. On pouvait adapter de façon tout bête le jeu, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la toute fin. Il faut saluer, je pense, cette prise d'initiative qui tout le monde ne l'aurait pas fait. Et on passe d'un petit film tout public d'une adaptation de jeu vidéo à une œuvre qui porte un message, qui a essayé quelque chose. Et en ça, je félicite vraiment les réalisateurs. Très bon conseil. Eh ben écoute, mon cher Kira, on a bien travaillé, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est clair. On a tout donné, là. Là, ce fut encore une fois très dense, donc on va voir au montage. Ouais, peut-être qu'on va faire sauter quelques petites choses, mais en tout cas, ça a été, Kira, je te le dis, un grand plaisir d'animer ce podcast avec toi, et j'espère que tout le monde sera content, et on attend vos retours. Pareillement, c'est la première fois vraiment qu'on fait un test, que je fais un test détaillé sur un jeu d'actualité. Maintenant, il y a pas mal de jeux qui vont sortir, donc ça sera un petit peu plus récent. Toi, tu t'es prêté au jeu avec Cult of Lamb la dernière fois. Oui. Là, moi, c'est Gotham Knight, donc j'attends vos retours, si jamais vous avez des choses à redire ou quoi que ce soit. Est-ce que ça a été suffisamment clair dans les explications pour déjà vous donner envie au moins d'y jouer ou d'essayer, et surtout sans images, est-ce que c'est parlant en tout cas? Voilà. Merci à tous, merci mon cher Kira, et puis on se dit à très vite. Merci à toi, et puis à dans 15 jours. À dans 15 jours.